Bonjour, comment allez-vous? Je veux pas être très long sur oula, sur l'idée même de hmm, voilà. Attends, je change la scène. Voilà. Juste un léger problème de taille pour la scène. Vous l'avez sûrement vu. Bon, c'est pas parfait, mais bon. Bon, vous avez pas de bande noire. Si vous en avez une petite en bas, une petite en haut. C'est pas forcément calibré parfaitement. Avant cette nouvelle année, j'ai envie de regarder des vidéos chill un peu. Enfin, chill. J'ai envie de construire une petite vidéo où je savais pas quoi faire. Je me suis dit, j'allais aller une chaîne quand même plutôt connue, hein, 300, quasiment 400 000 abonnés, mais c'est une chaîne, je vous conseille. J'ai pas fini entièrement la vidéo, c'est une lecture d'une nouvelle qu'il a écrit. Ah, ça l'est bien. ChatGPT par exemple, voilà, est Sur l'IA, bon, c'est un peu plus d'une heure du coup, vu qu'il reste 52 minutes avant le nouvel an. Ça va, voilà. absolument, parfaitement incapable de faire de la philosophie. Pourquoi? Parce que réfléchir est une faculté dont la machine est à jamais dépourvue. À jamais. Une machine ne sera jamais philosophe. C'est le sous-titre définitif du dernier livre de Raphaël Enthoven et il ne manque pas de bonnes formules pour l'exprimer. La machine est inapte à synthétiser l'étoffe dont l'humanité est faite. J'aime me beurrer la biscotte. Mais une belle formule, ce n'est pas un argument. Or, c'est ça qui devrait nous intéresser. Quel argument a-t-il pour soutenir ce qu'il soutient? Eh bien, à vrai dire, aussi bien dans son livre que dans ses nombreuses interventions médiatiques sur le sujet, je n'ai trouvé grosso modo qu'un seul véritable argument. Un argument qui part du constat que ChatGPT serait incapable de réaliser un certain exercice scolaire, construire une problématique de dissertation de philosophie. Il manque, par définition, à l'intelligence artificielle ce petit pas de côté qu'on fait en philosophie qui consiste à trouver une problématique. La machine est incapable de trouver une problématique. Il ne peut pas concevoir une problématique. Oui, Connerie. juste la problématique, hein, c'est-à-dire en gros les 10 ou 20 premières lignes d'une dissertation. Alors que, ça date d'il y a un an, hein. Mais il y a un an, les mecs ils ont passé leur bac de philo. Et rien de plus. Ils Pour n'ont pas ça avec Enthoven, ChatGPT. aucune machine en général ne sera jamais capable d'écrire ces lignes, de problématiser en vrai philosophe. Non, même dans 1000 ans. L'IA de dans 1000 ans sera toujours aussi impuissante à trouver la problématique d'un sujet de philosophie. En philo, dans 1000 ans, on sera toujours pas concerné par ça. La machine ne pourra jamais penser comme l'homme. Exactement. Elle ne pourra jamais penser tout court. Tout court. Tout court. Ne pourra jamais penser. Et oui, ça peut paraître un peu léger de fonder de si grandes prophéties sur la simple idée que ChatGPT serait incapable d'écrire une problématique de bac de philo, mais je vous assure que c'est bien le cas, hein. C'est vraiment la thèse d'Enthoven, le point dont il part systématiquement. Il n'y avait pas de problématique. Il n'y avait pas de problématique. La machine n'avait pas fait de problématique. Fabriquer une problématique à partir d'un sujet donné, la machine ne le fait pas. Et comme je suis un peu taquin, Je suis désolé, mais on doit parler de cette mâchoire. C'est quoi cette mâchoire? Et c'est quoi cette barbe de merde déjà? Mais c'est quoi cette mâchoire de fou qu'il a? C'est le rêve des mecs qui font du mewing, ça, hein. Je le reconnais, hein. Je le reconnais quand je vois, hein. Et ça, j'en suis sûr, hein. C'est le rêve de beaucoup de personnes. Je vous vois.
Quelle connerie d'inviter ce genre de connard qui se disent philosophe quand même. Fabriquer une problématique à partir d'un sujet donné, la machine ne le fait pas. Et comme je suis un peu taquin et que j'aime bien confronter les idées à l'expérience, j'ai conçu une sorte de test de Turing philosophique pour mettre à l'épreuve cette grande thèse d'Enthoven aussi rigoureusement que possible. En utilisant pour ça des problématiques écrites par de vrais profs de philo, notamment par Enthoven, et en faisant passer ce questionnaire notamment à de vrais profs de philo. ChatGPT ne sera jamais prof de philo. Et au-delà du côté debunk, beaucoup des résultats de cette étude pourraient vous amuser, vous surprendre, vous instruire. C'est pas si fréquent et c'est pas si simple de mener rigoureusement ce genre de test. Notez aussi qu'avant ça, je vais revenir sur le contexte qui a amené Enthoven à s'intéresser au sujet de l'IA et je vais aussi passer un peu de temps à examiner sérieusement le contenu de son livre et surtout son absence de contenu à vrai dire. Et on verra comment j'ai pu créer un GPT Enthoven dont la verve soutient la comparaison avec l'original, voire le dépasse. Si. Oh non, Final Fantasy. Il me casse les couilles cette au vidéo. plus profond des ténèbres. Ça me spam. C'est surtout un oxymore, intelligence artificielle, ça veut rien dire, c'est comme mort vivant. Ça n'existe pas. Mais avant d'aller plus loin, je vous parle du sponsor de cette vidéo, Incogni. Ça vous intéressera si vous êtes soucieux de protéger vos données personnelles sur Internet. Je suis pas payé. GPT. J'ai très rapidement constaté ce que je pressentais déjà, à savoir que la machine était inapte à l'exercice. C'est une dinguerie d'avoir une mâchoire comme ça. Je savais pas même pas que c'était possible en fait d'avoir un visage comme ça. On dirait le visage d'un chat. Mais si, vous savez, la mâchoire derrière est bien grande. Et ensuite elle s'avance comme un museau. Je vous jure, on dirait qu'il a un museau ce bâtard. Bref, c'est pas la question. On peut aussi parler de sa calvitie, mais ça c'est juste une insulte. Non, Orban, je suis désolé. Mais déjà, regardez sa dégaine. Je sais que l'habit ne fait pas le moine, hein, tout ça. Très adepte de philosophie, tout ça. Et là, je suis peut-être un peu un connard. Mais ça se voit que c'est un charlatan. Genre, vous me le montrez comme ça, je vous dis soit c'est un fou, soit c'est un charlatan. Je ne peux pas croire. Exercice de la pensée. Inapte, totalement, Inapte. profondément, durablement et pour des raisons de fond. Depuis quand Enthoven se pique-t-il de parler d'IA? En fait, tout a commencé il y a environ un an, le jour du bac de philo, quand une école de commerce a voulu organiser un grand match des intelligences opposant donc le fleuron de l'intelligence artificielle, ChatGPT 4, au fleuron de l'intelligence humaine, semble-t-il, Raphaël Enthoven. Donc on a d'un côté quelque chose de capable de générer à volonté des suites de Fleuron mots de sur mon cul, n'importe hein. quoi en donnant une troublante illusion de compétence sans qu'on soit bien sûr qu'il sache vraiment de quoi il parle, et de l'autre côté, un chatbot fondé sur GPT-4. L'idée de ce match des intelligences, c'était de faire écrire une copie par ChatGPT et une copie par Enthoven sur le sujet de philo du bac, le jour du bac. Enthoven a fait sa copie en 1h30. 1h15. Non, j'y tiens parce que j'avais des crampes à la fin, parce qu'il faut écrire la copie en 1h15 quand même. Et ChatGPT en 1 minute 30. Puis ils ont fait lire ces copies par deux professeurs dont l'impartialité est au-dessus de tout soupçon, qui les ont corrigées comme si c'était des copies du bac. La copie de ChatGPT a eu 11, tandis que la copie d'Enthoven a eu 20. Donc l'IA s'est fait plier par Enthoven, fin de l'histoire. Après quoi, Enthoven a fait une première tournée des plateaux de télé et de radio pour s'en vanter humblement. C'était pas un match. Il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas de match. C'est un faux match. Qui était un faux Un match. faux match avec ChatGPT. Et 6 mois plus tard, il en a même tiré un livre que j'ai eu le malheur d'acheter pour préparer cette vidéo. Livre pour lequel il a refait la tournée des plateaux, c'est devenu le philosophe de référence sur l'intelligence artificielle. Pensez-vous, il a Philosophe, hein. écrit un livre. Voyez un peu ces yeux brillants d'Augustin Trapenard où se mêlent admiration et jubilation tandis qu'Enthoven délivre son message définitif. La machine ne pense pas. Donc on résume, une machine ne sera jamais philosophe, ne Non. sera Et ma daronne me demande pourquoi France Culture, je dis que c'est de la merde. Regardez qui est-ce qu'ils invitent. Non mais voilà, hein. France Culture invite Enthoven. Et après on se demande pourquoi j'aime pas France Culture. jamais un homme ou une femme politique, ne sera jamais Ça, c'est plus autre fort. chose, ça. Non, ça, c'est autre chose. Ça, j'en sais rien. Qu'une machine devienne politique, après tout. Philosophe, c'est une limite très Parce qu'après- profonde. Ce que vous dites, Parce qu'après tout, hein, les politiques, ce sont des êtres qui peuvent être dépassés, donc qu'on peut deviner. Mais quel fils de pute, ce dédain dans ses paroles. Mais écoutez-le se sucer allègrement. Mais oui, Antoine, tout le monde te croit. C'est-à-dire que oui, tes paroles sont au-dessus de tout.
Mais philosophe, c'est au-dessus, nous sommes des surhommes. Putain, on dirait Platon. Enthoven dans votre livre que le professeur ne pourra jamais être Prof de remplacé. philo. Professeur de philo. Alors, Pas le les prof autres de profs. philo, Que le prof de philo. c'est-à-dire Que le- le prof de philo parce que c'est la quintessence de l'enseignement. Au jeu d'échecs, un C'est ordinateur que ça, peut exceller, mais en philosophie, il n'y a pas de danger. Tous les métiers pourraient être remplacés par l'IA, mais pas philosophes, non, jamais. Parce que les philosophes, voyez-vous, eux, ils pensent. Vraiment, c'est le truc des philosophes de Platon, ça. Penser les choses. C'est ça la puissance intellectuelle. Le problème avec Enthoven quand il pense l'IA, c'est qu'il y pense sans rien y connaître. Pire que ça, il ne semble même pas s'y intéresser, à vrai dire. Oui, ça m'a frappé à la lecture à quel point on sent dans son livre une totale absence de curiosité à l'égard de... Un magalo. C'est quoi un magalo? Je connais beaucoup de mots, mais celui-là, j'avoue qu'il me sort de ma pensée. Mégalo, ok, oui. Oui, là, je vois. Oui, totalement. Mais après, ça, c'est un philosophe de plateau télé, ça, faut s'y attendre. Tous les philosophes de plateau télé, tu en as sûrement vu pas mal, ce sont des faux philosophes. Et toutes les personnes qui ont fait des vraies études de philosophie, qui sont philosophes, le disent. Ils sont acceptés dans ce genre de cercle de télé parce que ils sont intéressants. Ils mettent des mots, ils utilisent des mots difficiles. Ils disent des conneries. Des conneries sous une cape de mots difficiles, du coup. Exactement. C'est des gens qui n'y connaissent rien. Mais vu qu'ils savent aligner plus que deux mots et qu'ils savent bien utiliser des termes, on les fait parler. Alors qu'ils ne sont pas du tout experts dans leur domaine. C'est toute l'histoire des... Mais tu connais sûrement BHL. Bernard-Henri Lévy. Bah lui, c'est un philosophe de télé. Un plateau de télé. Tu connais pas Bernard-Henri Lévy? Je te... Va lire 2 secondes ce que dit BHL et tu te comprendras vite ce que je veux dire. BHL, c'est le porte-étendard de cette connerie. Et sache-le, si jamais tu sors le nom de BHL dans une copie officielle d'un n'importe quel examen, ta copie est d'office disqualifiée parce que c'est un connard. Et qu'on considère que tout ce qu'il dit est faux. Parce que c'est un fait, c'est un idiot qui dit de la merde. Son propre sujet, comme s'il méprisait tellement ces machines soi-disant intelligentes qu'il refusait d'y toucher, fût-ce pour se renseigner un minimum sur ce dont il veut parler. Vous pensez peut-être que j'en rajoute, alors on va examiner de plus près ce qu'il raconte dans son livre. Et oui, je vais commenter du Enthoven. C'est un peu vain, j'en conviens, mais c'est assez fascinant comme cas d'école de philosophes qui dissertent de haut sur un sujet auquel ils ne daignent même pas s'intéresser. La philosophie est hermétique à l'intelligence artificielle et inversement. Oh, encore une pub. Oh, dommage, je note pas mention en philo BHL et pas le H. T'inquiète, c'est... Tu verras, tu verras. Donc, après une introduction plutôt hors sujet sur l'amour, oui, l'amour, je vous laisse la lire si vous voulez. Petit détail intéressant, en cherchant un peu, j'ai découvert que ça recycle en partie une chronique qu'il a écrite il y a 5 ans pour Europe 1. Imaginez par exemple que votre conjointe ou votre conjoint vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez. Si vous vous aventurez à répondre à cette question, votre histoire est morte. Pour une raison simple, si flatteuse soit la... Ouais, FromSoft serait jaloux, hein. raison que vous donnez à votre sentiment, Un écolo, t'as jamais vu celui-ci ça. est soluble dans la dissipation de la raison qu'il explique. Si vous dites « je t'aime parce que tu es belle », vous laissez entendre que vous aimerez moins quand la beauté s'estompera. Et à cet égard, c'est bien à l'image de la plus grande part du livre, dont vous verrez que c'est surtout un patchwork de petits textes sans grand rapport avec l'IA, qui font souvent l'effet d'être plus ou moins recyclés plutôt qu'écrits pour l'occasion. Et en général, c'est pas très difficile de prouver que c'est le cas quand on fait l'effort de chercher. Bref, passé cette introduction, donc Enthoven consacre quelques pages à présenter, je cite, l'ampleur de la révolution que constitue l'irruption de l'intelligence artificielle. Et là, a priori, on peut s'attendre à lire des pages originales qui vont traiter spécifiquement du sujet du livre. C'est déjà ça. Sauf que, comme il le précise dans une des rares notes du texte, la présentation qu'il donne ensuite sort tout droit d'un dossier de l'Express paru 6 mois avant la publication du livre. Donc le contenu de ce chapitre n'est pas le fruit de ses recherches et de sa compréhension du sujet, non, c'est juste un condensé d'une source qui elle-même est déjà une source secondaire. En outre, c'est une source déjà un peu datée quand il est
écrit, et qu'il n'a pas cru bon d'actualiser. Alors qu'il s'en passe des choses, hein, même en 6 mois dans ce domaine si on s'y intéresse. Hein. Et le pire, c'est qu'Enthoven ne se donne même pas la peine de résumer correctement ce contenu qu'il emprunte. Lisez un peu et vous verrez que tout est vague et allusif. En gros, il mentionne juste vite fait une liste d'usages divers d'IA sans donner de nom précis ni de source et sans expliquer comment et dans quelle mesure les tâches en question sont réalisées. Il les attribue juste de façon générale à l'IA. Voilà. C'est pas un résumé, c'est pas une synthèse, c'est une caricature à très gros traits qui vous transmet tout au plus un sentiment. C'est pas une synthèse, il les attribue juste de façon générale. L'IA, l'intelligence artificielle. Entre parenthèses, IA. Hein. La seule fois qu'il a utilisé un mot différent que IA, c'est pour dire des algorithmes. C'est un... C'est pour dire IA, ça, monsieur. Il est fou, ce mec, c'est... En plus, j'adore parce qu'il écrit bien en majuscule, tu sais. On sait que c'est un anagramme, mec, hein. T'es pas obligé de... T'es pas obligé de le spam partout. L'IA... En fait, quand tu répètes autant, habituellement, n'importe qui écrit un minimum, c'est que tu n'écris pas IA 40 fois. Tu écris il. Il y a une intelligence artificielle, c'est masculin, oui. Tu dis il. Bah ouais. Tu utilises un pronom. Ce que n'importe qui a écrit 2 lignes sait faire. Utiliser un pronom pour remplacer un nom pour ne pas le répéter. Général à l'IA. Voilà. C'est pas un résumé, c'est pas une synthèse, c'est une... Ou, ouais, non, une IA, ça peut... L'intelligence artificielle, il ou elle, tu peux utiliser les deux, en vrai. Une caricature à très gros traits qui vous... Non, j'ai plutôt elle, c'est moi qui dis de la merde, là. Parce que une intelligence artificielle. Après, je pense que si tu dis il, bon... On s'en branle. Enfin bref, repassons dessus. Transmet tout au plus un sentiment par accumulation, mais qui n'apprendra rien de précis à personne. En bon philosophe, la seule contribution d'Enthoven dans ce chapitre consiste à la fin à name-dropper Tocqueville et Platon, ça fait toujours chic, et à ajouter péremptoirement... Platon, ouais, parce que Platon il a bien connu l'IA. Hein. Attends. Que ne peut-elle, dirait Tocqueville. Je sais pas le reste, je pense que ça a un sens quand même. Il sait quand même écrire. Nous ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre. D'ailleurs, dans l'enseignement, on ne compte plus les fraudes massives et collectives, ni les crises de paresse. À quoi bon apprendre puisque j'ai tout sous la main? J'aurais dit, on ne compte plus les mauvais professeurs et la pédagogie inexistante. Pas forcément que les gens utilisent l'IA. Sous le nom de syndrome de Tutt, du nom du scribe qui raconte Platon dans les Phèdres, crut sauver la mémoire en inventant l'écriture, à qui Pharaon répondit qu'il avait sauvé l'oubli, lui-même stupéfiante prédiction, notamment avérée au 19e siècle par l'atrophie du muscle mémoriel sous l'effet des bibliothèques de photos. Bonjour père de Frisky. Il s'appelle comment? Mais je sais pas, il sait écrire ce mec. Il est allé Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Bonnie. Non mais il est allé à l'école? Non, c'est une vraie question. Parce que je suis sûr qu'il y a des mecs de ma classe, ils sauraient mieux écrire ça. Je parle même pas de toi ou moi. Hein. Je pense qu'un mec en 4ème peut mieux écrire. C'est juste choquant. Il sait aligner de mots, il sait rendre ça un peu beau, mais ça a soit pas de sens. Ça a soit pas de sens, soit c'est mal dit en fait. Mais en philosophie, l'IA ne sert à rien. Ou un peu plus loin, l'IA est nulle en philosophie. Bah écoute, si tu le dis, Rafi, super. Plus loin dans le livre, va-t-il examiner de plus près ces nombreux exemples de cette révolution de l'intelligence? Il apprend à fumer ou plutôt en fumer. Ouais. Je dirais que ce mec, il a de prof l'apparence.
Et encore, il a plus l'apparence d'un mec qui fait du looks maxing que, que le philosophe. Hein. Artificielle dont il affirme magnanimement ne pas nier l'ampleur? Non. Absolument pas. Enthoven ne nie pas l'ampleur de cette révolution, mais il n'en parle pas non plus, bizarrement, dans un livre dont c'est supposé être le sujet. En fait, après ces 2 pages, dans tout son bouquin, le seul cas d'interaction avec une IA qu'Enthoven va un tant soit peu développer, ce sera celle de son fameux match des intelligences lors du bac de philo en juin dernier, où ChatGPT a eu le malheur de rendre une copie médiocre et dénuée de problématiques. Que ce soit dans son livre ou dans ses interventions médiatiques, Enthoven en revient toujours à cet exemple précis. Il n'en a jamais d'autre. C'est frappant et ça donne l'impression que c'est avant tout autour de cette expérience que sa pensée à propos de l'IA en général s'est construite. ChatGPT ne peut rien contre un stylo. Et donc c'est à partir de cette expérience que j'ai écrit ce livre. Et c'est quand même pas grand chose pour se faire une idée, non? D'autant plus que c'est même pas une interaction directe. Hein. Enthoven n'a fait que lire le résultat de ChatGPT que d'autres ont généré, en s'y prenant comme des manches, soit dit en passant, hein, je reviendrai là-dessus. Et en fait, je me demande vraiment si Enthoven, ce philosophe de l'IA qu'on invite partout pour en parler, l'homme qui a triomphé de la machine. Raphaël Enthoven, puisque vous êtes l'homme qui a battu la machine. Je me demande s'il a l'illustration. Une IA peut construire une idée sur si mais tu donnes un texte de philo aujourd'hui à une IA, l'IA pourrait le faire. Et même à l'époque. Hein. Le mec est juste con. Putain, l'illustration de l'homme qui a battu la machine. Hein. Une fois utilisé ChatGPT par lui-même. Vu à quel point c'est facile d'accès et vu que c'est quand même le sujet de son livre, ce serait quand même manquer de curiosité intellectuelle à un point hallucinant que de n'avoir même pas essayé. Mais de fait, à ma connaissance, il ne témoigne jamais d'expérience propre avec ChatGPT. Même pas le truc basique, j'ai posé telle question à ChatGPT, il s'est trompé, donc vraiment c'est débile. Non, on ne voit strictement aucune trace d'interaction de cette sorte dans l'entièreté de son livre, qui est censé parler pourtant d'intelligence artificielle, et alors que son texte ne manque pas de digressions personnelles de toutes sortes par ailleurs. Donc oui, la question se pose sérieusement, y a-t-il seulement touché? Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. Je serais pas étonné que la réponse soit non, ou à peine. Après tout, de son propre aveu, la philosophie n'a pas à faire de progrès, voyez-vous. Un philosophe, ça se contente de faire dialoguer de façon anhistorique les autres. Alors, pouvons-nous lister tous les philosophes qui ont dit que la philosophie évolue? Oui. Et si on commence par les des plus anciens aux plus vieux, Platon, Aristote, non mais c'est un débile. Comment ça, les philosophies ne fait pas de progrès? Bien sûr que si, la philosophie fait des progrès. La preuve, c'est les différents courants philosophiques. Il y en avait déjà à l'Antiquité, ça prouve que la philosophie évolue et que la philosophie n'est pas définie. Oui, non, mais le fait qu'il cite Platon, c'était une vanne, hein, principalement, je pense. Hein. Tu peux pas citer Platon premier degré en disant ah putain, bah si, c'est Platon. Platon, il détestait IA, ChatGPT, tout ça. Mais bien sûr que si, la philosophie fait des progrès. Genre, juste cette phrase, elle est fausse. Elle est conne en plus. Genre, tu prends Platon, grand philosophe de son temps. Si jamais, grand philosophe et gros connard de son temps, entre autres. Si jamais tu recherches 2 secondes ce qu'il dit, dans pas mal de ses idées personnelles, il utilise Socrate comme illustration, mais c'est pas les idées de Socrate. Hein. Ça, faut qu'on soit d'accord. Pas mal des histoires de Platon sont des. Il utilise Socrate comme étendard, mais c'est pas Socrate qui. Socrate n'a jamais pensé ça. Mais du coup, la philosophie de Socrate, vous vous rendez compte que c'est pas la même que celle de Platon. Hein. Vous croyez vraiment que Socrate il a parlé de trucs de la grotte là, de mon cul? Bah non, Socrate il disait pas de la merde. Excusez-moi. Juste que c'est un peu débile, si vous voulez mon avis personnel. Je sais que c'est des images, mais voilà. Non mais pas. Je veux pas dire, Platon, ouais, Platon c'est un des pères de la philosophie. Hein. Il a dit des choses qui sont vachement vraies. Mais il a aussi dit pas mal de conneries. Hein.
Parce que son histoire de la grotte mon cul là, et le fait qu'il passe que par des mythes, preuve qu'il ne sait pas expliquer à un casu. Vachement de la connerie à mon avis. Non mais l'histoire de la grotte elle me fume de rire. Tu mets Aristote à côté qui explique à chaque fois les détails. Genre le truc quand il sortira de la grotte il aura du mal à voir. Bah oui, connard, il sort des ténèbres depuis dont il a été habitué, donc forcément son œil prend un temps à s'adapter. Et au fur et à mesure il pourra voir l'eau, le ciel, les étoiles, puis le soleil enfin. Alors le soleil je te conseille pas, tu vas te brûler les yeux. Non, il dit des choses qui sont vraies, mais et je comprends que par exemple le soleil c'est une vision du bien, tu vois, c'est une image. Après c'est aussi une connerie scientifique, mais tu te rends bien compte que sa façon de penser est quand même vachement mégalo. Non, parce que si tu écoutes Socrate, enfin Platon 2 secondes, Platon ce qu'il dit c'est que il est sorti de la grotte, il fait partie d'un plan d'existence supérieur à nous, et donc c'est ça un philosophe, c'est une personne qui est sur un plan d'existence supérieur à nous, et le rôle du philosophe c'est de retourner dans la grotte pour aller voir nous simples mortels et rester bloqués dans la matrice, pour nous sortir de là et pour nous montrer la réalité du monde, car les philosophes qui suivent sa philosophie sont des hommes supérieurs. D'ailleurs vous rirez mais Aristote de la même manière n'est pas un philosophe, mais pas parce que lui il dit de la merde, non, parce qu'Aristote c'est un scientifique qui fait beaucoup. D'ailleurs plutôt ironique c'est que son école s'appelle le lycée, alors et celle de Platon l'académie. Nous on a gardé les mots lycée pour études secondaires, lycée pour études supérieures, alors qu'en vérité ce que faisait Platon c'était beaucoup plus des cours magistrales, ok, mais vraiment des cours où il s'entend de ce qu'on sait de ce que nous a dit de ce qu'on a d'Aristote, ce qu'Aristote écrit, parce que lui il a été élève à l'académie. Il dit que pour lui c'est des cours magistrales où Platon s'écoutait parler en gros, et pour avoir été second de Platon et tout, je pense qu'Aristote est plutôt bien placé pour le savoir. Alors qu'au lycée c'est des vrais projets d'études en fait qu'il faisait. Il faisait des recherches. D'ailleurs Aristote est le premier à avoir présenté et détaillé le bah non c'est pas ça, c'est pas doit rester avec les gueux, mais oui c'est ça la conclusion de la grotte. L'image principale de la grotte c'est que les philosophes qui suivent sa philosophie sont des êtres qui sont sortis de la grotte, qui ont vu le bien et donc qui sont supérieurs aux gens qui sont restés dans la grotte. Et du coup le principe, et d'ailleurs c'est ce qui va avec la suite de ce qu'il raconte, selon quoi il faut ensuite, la personne qui est sortie de la grotte va vouloir retourner dans la grotte pour sortir ses camarades qui sont à présent dans la grotte. C'est de se dire, je vais descendre et je vais vous apprendre la vérité, la vraie vérité, le bien, qui est entre autres, bon le bien, la vie bonne, c'est toutes les philosophies antiques, c'était leur objectif. Donc ça on peut pas lui en vouloir. Ils ont tous leurs moyens d'y arriver, mais le problème de Platon, c'est que dans sa manière de le dire, c'est vraiment nous mettre sous un plan inférieur. Et ça, c'est un fait. Si tu vas voir 2 secondes sa philosophie, il voit ça comme inférieur. Et je ne parlerai même pas de son histoire de forme, je sais plus comment ça s'appelle, de forme indéfinie ou quoi. En gros, d'après Platon, qui ne vit que par la géométrie, enfin la géométrie de mon cul, visiblement, pour lui. Chaque chose a une forme. Mais chaque chose a une forme unie. C'est-à-dire que par exemple, le cercle que tu dessines, tu peux dessiner tous les cercles que tu veux. Mais ils ne seront jamais exacts et il y aura toujours une forme parfaite qui va pour tous les cercles. Comme pour un lit, par exemple. Toute chose a une forme parfaite. C'est ultra difficile, du coup je peux pas l'expliquer comme ça. Mais ça fait partie de la philosophie de Platon. Et moi, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends qu'il y a des choses qui sont dedans pas totalement vraies, enfin pas totalement fausses, mais dans la grande majorité de ce qu'il dit, je trouve ça quand même vachement de la connerie personnellement. Et j'en veux beaucoup moins à Aristote dans sa manière de philosopher, parce qu'Aristote ne philosophe pas à mes yeux. Aristote c'est un scientifique. Aristote, si jamais tu pouvais aller voir à son époque et que tu lui disais explique-moi pourquoi la Terre est ronde,
Oui, parce que à l'époque, ils savaient déjà que la Terre était ronde, hein, ils sont pas cons. Si jamais tu vas lui demander pourquoi il sait que la Terre est ronde, il va t'expliquer avec des procédés scientifiques. Des vrais procédés scientifiques. De l'époque. Alors que l'autre, qui se nomme Platon, il va te l'expliquer avec des procédés plus théologiques. Ce qui est la raison de pourquoi j'en veux beaucoup moins à Aristote d'avoir dit des choses qui sont pas forcément vraies en philosophie. Et pas forcément une très bonne façon de voir les choses, honnêtement. Surtout dans notre ère. Parce que c'est plus un scientifique qu'un philosophe. Ça reste un père de la philosophie, hein, il a quand même dit des choses philosophiques. Mais, il faut dire, il se présente beaucoup plus comme une personne qui étudie que comme une personne qui philosophie au sens qu'on le connaît aujourd'hui. Alors que Platon, justement, Platon, justement, au contraire, lui, se présentait beaucoup plus comme une personne possédant une vérité. Excusez-moi, je savais pas que je travaillais avec Dieu. Hein. Non mais, si. Et c'est chiant. Attendez, je réponds à un message. Je suis... Mais du coup, oui, ouais, c'est Platon, c'est beaucoup plus se présentant en tant que possédant une vérité. Je vous montre, il a fait une très bonne vidéo là-dessus qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais où il parle de ça, on simplifie bien sûr, et on le voit aussi dans la manière de philosophie de Platon. Platon considère qu'on est tellement débile. Dans le thème de la grotte, c'est plutôt que nous tous humains sont inférieurs à la divinité, que notre univers lui-même a des limites que nous ne pouvons dépasser, et qui donc, si on a accès à une vision de au-delà de ces limites, de notre cas, voir autre chose que la grotte nous plongerait dans un état de refus, ce qui nous dépasse. Alors oui, mais ça c'est la partie en fait, là tu prends seulement la partie où l'homme retourne dans la grotte, il va voir ses amis, et ses amis ne voudront pas le laisser sortir, enfin ne voudront pas l'écouter en sortant, ou même le tuer, ils iront jusqu'à le tuer, ce qui est débile. Mais c'est pas ça le message principal de la grotte. Le message principal c'est que, ça fait partie des messages principaux, mais avant tout, rends-toi compte que cet homme qui sort de la grotte, avant tout, il voit la vérité, il voit le bien, et le bien avec un grand B, la vie bonne, l'objectif de toute philosophie. C'est ça que voit cet homme-là en voyant le soleil. Et c'est ça qu'illustre Platon par sa philosophie. Il dit qu'en suivant sa philosophie, on va voir ce soleil. En fait, tu peux voir cet homme qui s'échappe comme le philosophe de Platon. Et justement, dans cette vision du philosophe de Platon, le philosophe qui redescend dans la grotte pour venir nous sauver, c'est comme si jamais il retournait dans la vision inférieure qu'on était, pour essayer de nous amener vers la vision supérieure, avec justement ce qu'il raconte. Toi, tu n'as pris que la fin de sa philosophie, de l'histoire de la grotte. Tu n'as pris que la partie où l'être qui est plongé dans sa vision reste dedans. Mais non, avant tout, c'est pas ça. Avant tout, c'est de se dire que le philosophe de Platon qui suit la philosophie de Platon, lui, il a vu la vérité. Et il veut te la présenter. Et on peut aussi voir beaucoup la connerie de Platon dans sa manière de philosophie, qui est que Platon ne parle qu'en mythe. Qui refuse de la vraie vie. C'est différent de sa propre vérité, pour moi, de vrai. Alors ça, par contre, c'est faux. Ce que tu me dis là, c'est pas du tout la philosophie de la grotte. Dans l'histoire de la grotte, quand l'homme sort, parce que l'homme va au début, l'homme va refuser de s'échapper, ok. On va l'obliger, tout ça, ok. Jusque là, c'est normal. Mais une fois dehors, on le décrit comme ayant du mal à voir, tout ça. Et au fur et à mesure, il arrive à voir. Tout ça, ça peut être... C'est une image pour parler que l'homme voit les vérités. Non, je ne revisite pas l'histoire. Là, je dis la vérité. C'est ça que raconte l'histoire. L'homme, on l'oblige à sortir.
ce qu'il ne veut pas au début. Ok, ça j'ai juste kiffé. Mais une fois dehors, au fur et à mesure, il peut voir les choses. Ça, c'est une métaphore pour parler de vérité. Ah, oui, ok. Toi, tu revisites. Mais moi, je parle de la vision de Platon, justement. Je parle pas de... Oui, il y a des choses qu'on peut garder dans l'histoire de la grotte. Et justement, c'est la partie où, quand il voit le soleil c'est une métaphore pour parler de la vie bonne. Ou de la vie vertueuse. C'est du grec, je n'ai plus le mot. Oui, je sais que sa vision plus la merde, justement, c'est ce que je dénonce. Et en fait, tu le vois dans sa manière de philosophie. Sa manière de philosopher. Platon ne présente jamais une philosophie par des mots. Il ne l'explique jamais. Enfin, si, il l'explique, mais par des mythes. Et ça vient aussi de sa manière de voir le monde. Par exemple, on n'a aucune trace de ses cours magistrales. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il considère que les gens n'auraient pas pu comprendre. D'accord? Mais traite-moi de fils de pute aussi, en plus de me traiter de con. Non mais je sais pas. C'est quand même vachement arrogant d'oser venir voir un mec, d'oser venir et dire oui, ma philosophie est tellement supérieure que si je l'écrivais, les gens ne la comprendraient pas. Du coup, ces cours magistrales, on n'a aucune trace. Il les a jamais notés. Il est à Aristote ce que de La Fontaine et à Zola. Ouais. Aristote, c'est un vrai scientifique. Ancienne élève de... Pourquoi Alexa s'est activée? Alexa, arrête. Mais du coup... Aristote, ça a été un élève de Platon, ok? Élève de Platon, c'est même un des plus grands élèves de Platon. C'était son meilleur élève à l'académie. À la mort de Platon, c'est pas Aristote qui a récupéré l'académie. C'est un autre homme, ok? C'est un mec, un random, après la mort de Platon, l'académie c'est devenu le bordel, c'est de la merde. Mais du coup, Aristote lui s'est barré. Il a entre autres fondé le lycée, mais surtout, il a été précepteur de Alexandre fucking le Grand. Le conquérant du monde. À l'époque, c'était conquérant du monde. Aujourd'hui, on dirait plutôt le conquérant d'une grosse partie du monde. C'est pas n'importe qui, Alexandre fucking le Grand. Je continue à appeler comme ça. Aristote, c'est le précepteur, ça on l'oublie souvent, mais Aristote, ça a été le précepteur de Alexandre le Grand. Aristote a beau avoir été un élève de Platon et Aristote ne voit pas le monde de la même manière. Pas du tout, au contraire. D'ailleurs, si jamais tu vas voir les notes d'Aristote par rapport à Platon, au final, dans ses manières de parler de son ancien maître, il est plutôt critique et pas des super bonnes critiques, honnêtement. Après, forcément, c'est de la réécriture aussi, hein. Entre les époques, tout ça. Enfin bref, reprenons la vidéo. Attends. Alors oui, le fait, toutes les gros clashs entre Platon et Diogène, ça aussi c'est pas mal. Genre la fois où Diogène, où genre Platon a dit que l'homme était un bipède sans plume. Et que du coup t'as Diogène qui a plumé une poule et qui est allé partout en disant voici l'homme de Platon. Ah, je vous jure. Non mais oui. De la tradition, qui sont tous rigoureusement contemporains les uns des autres au fond. J'invente rien, il écrit littéralement tout ça dans son propre livre. Et il ne fait pas que l'écrire. Je vous mets ici un petit florilège. Tous les philosophes sont les contemporains les uns des autres. Tous les philosophes sont les contemporains les uns des autres, et il n'y a pas de progrès non plus. On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon, depuis Aristote. On n'a pas fait de progrès en philosophie depuis Platon ou depuis Aristote. Oh, le fait de dire qu'on n'a pas fait de progrès depuis Platon ou Aristote, qui sont littéralement, entre autres, hein, les deux plus gros pères de la philosophie derrière Socrate. Socrate, c'est un grand-père, c'est un mec qui a posé les bases, les premières bases de la philosophie, au point qu'on puisse pas vraiment dire que c'était de la philosophie. C'était un philosophe, mais ce qu'il faisait, c'était pas vraiment de la philosophie.
Platon et Aristote sont les premiers vrais philosophes, à mes yeux. Socrate restait un génie, hein, honnêtement. Un mec bien en avance sur son temps. Mais ce qu'il faisait à l'époque, c'était pas vraiment de la philosophie. C'était plus une philosophie personnelle. Je dirais plutôt. Il apprenait pas vraiment aux autres par le biais de la philosophie. Il s'apprenait plutôt à lui-même. Et il prouvait aux autres qu'ils avaient tort. Mais dire qu'on n'a pas évolué depuis cette époque, c'est comme dire oui, bah les maths, ça n'a pas évolué depuis Aristote. Hein. La biologie, ça n'a pas évolué depuis Aristote, ouais. Ouais. Frère. Surtout que il parle de philosophie de Platon et Aristote. Aristote, c'était un gros scientifique. Hein. Oublions pas que Platon et Aristote ont surtout fait... Ouais, c'est ça. Dans 15 minutes. En fait, quand il réfléchit, Aristote, c'était surtout un biologiste principalement. Et avec son académie, c'était principalement ça. Il disséquait, il apprenait sur les plantes, tout ça. Et malgré le fait qu'il ait beaucoup fait de philosophie quand même. Et Platon aussi, il a fait énormément de philosophie. Justement, plus que de maths et de géométrie. Mais Platon, c'est un grand géomètre et un grand mathématicien, hein, avant tout. Faut s'en rendre compte de ça aussi. Dire que la philosophie n'a pas évolué depuis cette époque, ce serait dire que la philosophie, c'est des maths, de la géométrie et de la biologie. Ok. Bah, plus que ce qui... C'est de la connerie ici. On n'a pas fait de progrès depuis Platon, depuis Aristote. On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon ou depuis Aristote. La philosophie ne fait pas de progrès. Mais en philosophie, on fait pas de progrès. La philosophie ne fait pas de progrès. La philosophie, contrairement aux sciences, ne fait pas de progrès. La philosophie ne fait pas de progrès. La philosophie... Quel bâtard. Ouais, bye. Bah, je serai sûrement là quand ce sera votre nouvelle année à vous aussi. Du coup, je serai sûrement en voc avec Gaspard. Donc, si vous voulez, vous pouvez voc directement sur le groupe si vous voulez que je vous dise bonne année au moment. Mais ouais, merci, à plus. La philosophie ne fait pas de progrès. Et la philosophie elle-même ne fait pas de progrès. La philosophie ne fait pas de progrès. C'est-à-dire que la philosophie ne fait pas de progrès. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Petite parenthèse, il va sans dire que je suis en désaccord total avec cette conception de la philosophie. Et notez que ce serait le cas aussi d'à peu près tous les auteurs de cette tradition philosophique si chère à Enthoven. Considérer que la philosophie se réduit à ce jeu de dialogue sans progrès dans une sorte de panthéon intellectuel anhistorique, c'est étranger à la plus grande part de l'histoire de la philosophie, justement. Et c'est une approche qui pousse à faire à la fois de la très mauvaise histoire de la philosophie et de la très mauvaise philosophie. Je veux dire, si vous voulez une caricature de philosophe de fauteuil, lisez ces pages, c'est merveilleux. Il a au moins ça de réussi dans son livre. Ceci dit, Enthoven n'est pas seul fautif ici, hein, c'est malheureusement une conception de la philosophie de fait assez répandue en France, surtout à travers les concours et les prépas littéraires. Et j'essaye justement sur ma chaîne de donner une autre image de la philosophie qui, en réalité, n'a rien à voir et vaut bien mieux que ça. Bref. Comme dirait Bergson, la poussière change, mais le tourbillon demeure. Donc la philosophie, ça n'est que le même tourbillon. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ce qui est frappant aussi dans le bouquin d'Enthoven, c'est qu'à aucun moment il ne parle du fonctionnement des modèles de langage. Par exemple, le fait que les modèles sont entraînés à prédire la suite d'un texte. Ça pourrait être intéressant pour réfléchir sur les LLM, mais non, ils s'en contrefous, c'est déjà trop technique. D'ailleurs, l'expression modèle de langage ou LLM, ou même le nom précis du modèle GPT-4, et ce 4 a son importance, hein, ça n'apparaît nulle part dans le livre. Un chiffre, mon Dieu, ce serait trop laid. On avait dit pas la science. Par contre, la moitié du panthéon philosophique classique est name-droppé à un endroit ou à un autre. Hein. Pour ça, aucune retenue. Un petit détail amusant et révélateur, l'un des rares passages où Enthoven fait une allusion un peu plus précise sur le fonctionnement interne d'une IA relève d'une mécompréhension difficile à excuser. Ainsi, il décrit les ordinateurs jouant au Go ou aux échecs comme ayant une puissance de calcul qui prévoit indifféremment l'ensemble des possibilités. Et il souligne indifféremment comme si c'était un mot mûrement pesé. Est-il besoin de préciser que non, aucune IA d'échecs et encore moins de Go n'explore indifféremment toutes les possibilités du jeu. Et c'est particulièrement faux en plus des algorithmes actuels du type AlphaGo, AlphaZero qui explorent beaucoup moins de branches. Pour une fois qu'Enthoven prend le risque de tenir un propos au sujet d'un type d'IA, il aurait difficilement pu se tromper davantage. Ça montre à quel point sa compréhension du sujet se réduit à une caricature. Ouais, les IA, c'est des grosses calculatrices qui calculent tout, quoi. Hein, je suis philosophe, je pense les choses, moi. Ce sur quoi l'exercice de la pensée repose est absolument étranger au process mis en œuvre par l'intelligence artificielle. Et je pense que non seulement c'est sûr, mais que... Ça, c'est très marrant, ça.
Source t'inquiète frère, ce serait marrant. C'est durable. Et sinon, quelles sont les sources qu'il cite sur l'IA? Vous vous rendez compte qu'on a lancé que j'ai lancé cette vidéo à genre 23h08, il est 23h50, on est qu'à 14 minutes. On a 44 minutes de live. Faut que j'arrête de faire pause pour m'entendre parler, hein, c'est dingue. C'est un livre par un véritable professeur de philosophie, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un minimum de sources. Alors oui, il y en a un minimum, c'est le mot. 3 sources, dont 2 sont... Je tiens juste à préciser, pour les gens qui vont lire, ouais, qui vont écouter la vidéo, si la VOD sur regardez, je ne possède pas la science infuse, hein, donc ne m'en voulez pas si des fois par des tournures de phrases je dis de la merde, ça m'arrive, je l'assume entièrement. Je dis des conneries comme tout le monde, hein, et je l'assume entièrement. Le fait de dire des conneries comme tout le monde, ça m'arrive, ça peut vous arriver aussi. Je préfère être honnête avec ça, hein. Et au contraire, si je dis conneries, je vous invite à me le préciser en commentaire. À me dire justement, là, t'as dit une connerie. J'en prendrai note et j'essaierai de plus la dire en fusion. Bref, continuons. Franchement médiocre. Mais par ailleurs, il y a des tonnes de citations de Proust, de Bergson, de Jean Kelevitch, à n'en plus finir, ça ok. Il est ceinture noire en name dropping, c'est hallucinant de pédanterie par moment. Mais si on regarde les sources qui concernent l'IA, eh bien oui, il y en a en tout et pour tout 3. Il y a d'abord le dossier de l'Express sur l'IA que j'ai déjà mentionné, et qui ne cite qu'une fois au début du livre, comme pour se débarrasser de la tâche ingrate de devoir parler du réel à un moment, pour ensuite ne plus y faire la moindre allusion. Il y a aussi le livre de Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, qui est mentionné vite fait 2 fois. Laurent Alexandre lui a sûrement envoyé, hein, ils ont l'air de bien se connaître. Vous vous connaissez très bien, vous vous estimez, vous vous chamaillez. Et bon, franchement, c'est pas une source de qualité, et puis de toute façon, Enthoven en dit strictement rien. Honnêtement, Laurent, tu mérites mieux. Et enfin, dernière source, il cite 4 fois un livre de Yann Lequin paru en 2019. Alors Yann Lequin, prix Turing, a priori c'est plutôt une bonne source sur le deep learning en général, mais ça date d'il y a 5 ans, et ces 5 dernières années ont réservé beaucoup de surprises que Yann Lequin a justement assez mal anticipé. J'en parlais à d'autres occasions. Ceci dit, ne pinaillons pas, c'est déjà bien qu'Enthoven ait lu au moins un livre pertinent sur son sujet avant de se mettre à écrire le sien. C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Mais qu'est-ce qu'il en tire exactement? Eh bien, je vais vous laisser en juger. Voici le premier des 4 passages qui s'appuient sur le livre de Yann Lequin. Oui, c'est déjà la fin du chapitre. Le suivant parle du Ménon de Platon. Mais attends, c'est un chapitre pour ce connard? Un jour, je vous montrerai ce que c'est un chapitre pour moi. Enfin, vous pourrez le lire quand j'aurai fini un écrit, mais si ça, c'est un chapitre pour lui, mais j'en aurais déjà écrit une quarantaine des chapitres. D'abord, on a une assez longue citation de Lequin sur l'entraînement d'un réseau de neurones. C'est balancé comme ça sans aucune explication. Nulle part Enthoven n'a parlé de réseau de neurones, nulle part il ne précisera que c'est ce type d'architecture qu'on retrouve par exemple dans GPT-4. Et il ne précise pas non plus que Yann Lequin est prix Turing et travaille pour Meta, non. Il cite son livre sans contexte, en gros au même niveau que celui de Laurent Alexandre 10 pages plus tôt, quoi. Bon, ok. Mais surtout, qu'est-ce qu'il tire de cette longue citation? Par pitié, faites arrêt sur image et lisez la fin de ce chapitre. C'est tellement important. On va lire à partir de fin du chapitre. Du coup, ce serait plutôt lire vers là. Probable qu'il faut le lire pour le croire. Enthoven se met à disserter sur la pick-up line. On s'est déjà vu quelque part. Ah non, c'est à partir de là. Et il nous donne des conseils de coach en séduction ou je ne sais quoi. Enfin, et ça... Et nous entretenons avec les idées la même relation qu'avec une passe. On ne s'est pas déjà vu quelque part, sous une forme amoindrie, dans une expérience quotidienne, au détour d'un chagrin. Je ne sais plus quand, mais maintenant qu'on me parle de vous, j'ai l'impression de vous avoir croisé. Et à l'idée de vous perdre à nouveau, j'ai le cœur brisé. Connard, écrit des romans, justement, écrit pas de la philosophie, je vais le taper ce mec. N'a plus rien à voir avec le propos de Yann Lequin, ni avec l'IA plus généralement. On dirait plutôt le texte d'une chronique qu'Enthoven aurait retrouvé au fond d'un tiroir et qu'il a décidé de coller là parce que pourquoi pas. Tenez, j'avais un doute, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur ce truc qui date d'il y a plus d'1 an. Dire à quelqu'un, on s'est pas déjà vu quelque part. On s'est pas déjà vu quelque part. Non.
Quand on dit à quelqu'un on s'est pas déjà vu quelque part, mais on s'est pas déjà vu quelque part. Donc oui, visiblement, ce truc sur on s'est déjà vu quelque part est un numéro bien rodé de son stand-up philosophique. Et c'est l'effet que m'a fait beaucoup de passages du livre dont j'ai du mal à croire que ça a été écrit pour l'occasion et que ça a été pensé spécifiquement pour ce livre traitant de ce sujet. Le propos est souvent tellement éloigné que ça sent très très fort le recyclage, ou les automatismes de prof, disons, pour être un peu plus poli. En fait, en dehors des quelques chapitres qui relatent le match des intelligences Enthoven versus ChatGPT, et là au moins Enthoven raconte quelque chose d'inédit et qui touche directement à son sujet, tout le reste ressemble à un patchwork de petits textes sur divers sujets, séparés par des sauts de chapitres qui sont bien pratiques pour cacher l'absence de continuité logique et gonfler la taille du livre, et juste il va s'efforcer de temps en temps de lier ça au thème général de l'intelligence artificielle, mais ce lien quand il est fait est souvent très très forcé. On en a vu un exemple à l'instant et vraiment c'est représentatif. Tenez, regardez une deuxième occurrence où Enthoven cite un long passage de Yann Lequin, donc c'est une des très rares fois où il aurait l'occasion de parler vraiment d'IA un peu plus sérieusement. Et à nouveau, lisez les pages et dites-moi quel est le rapport entre l'extrait de Lequin et le petit développement sur Proust. Et c'est ainsi que l'IA permet aujourd'hui de reconnaître une image, de transcrire la voix. Passe du mal à la tâche, mais aussi pour cette raison littérature. Mon espoir à l'inverse. Quoi? Mais attends, il s'est perdu ce connard. De la grâce du geste précis. Il s'est perdu. Non mais je vous invite à lire parce que moi je peux pas tout lire. Qu'Enthoven nous balance ensuite. À nouveau, aucun sinon un très très vague lien thématique. C'est même pas un contresens, c'est juste autre chose, ça n'a rien à voir, ça vient comme un cheveu sur la soupe, mais c'est un cheveu proustien, donc c'est très chic et ça fait un chapitre. Dans le même genre, vous vous souvenez du chapitre La philosophie ne fait pas de progrès? La philosophie ne fait pas de progrès. Vous aurez remarqué que ça n'a aucun rapport avec l'IA en aucun sens, et en fait il faut attendre la fin du chapitre. Attendez, on peut parler du... Philosophie ne fait pas de progrès. Vous aurez remarqué. Si ça c'est son chapitre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pages. Et encore, hein. La première c'est une demi-page. 5 pages. Et c'est pas des pages d'un Word comme on discutait plus tôt dans la journée. Non, 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 non. Ça c'est 5 petites pages. Ça fait à peine une page et demie je pense sur mon Word. Vu la police d'écriture et tout. J'ai écrit ça tout à l'heure. En 2 heures, on a inventé des trucs. En sortant des trucs de mon chapeau. En discutant à côté. C'est du foutage de gueule. Que ça n'a aucun rapport avec l'IA en aucun sens, et en fait il faut attendre la fin du chapitre suivant qui continue sur le même thème, la philosophie ne fait pas de progrès. La philosophie ne fait pas de progrès. Pour que soit esquissé un très vague lien avec le sujet. C'est pas grand chose, hein, ça tient. C'est toujours... c'est 4 pages. En 3 lignes et vous allez voir. Voilà ce qu'une machine ne pourra jamais rattraper. Aucune IA ne peut faire du surplace depuis 2500 ans. Ça va trop vite pour elle. C'est ce qu'une machine ne peut pas comprendre, ça va beaucoup trop vite pour elle. C'est censé être un argument? Genre on fait beaucoup de progrès en IA, pas de progrès en philosophie, donc l'IA ne peut pas faire de philosophie? Cet argument est parfaitement irrecevable. Tu mérites de meilleurs arguments. C'est quand même pas aussi bête que ça, j'espère. On pourrait se dire que ça va être développé dans le chapitre suivant qui parlera enfin d'IA, sauf que non, le chapitre suivant perd à nouveau complètement de vue le sujet. Et ça repart sur la philosophie ne fait pas de progrès, on s'en lasse pas. C'est-à-dire aucun rapport avec l'intelligence artificielle. que la philosophie ne fait pas de progrès. Et à vrai dire, il ne sera juste plus question d'intelligence artificielle jusqu'à la page 47 du livre, qui compte 180 pages. Autrement dit, dans plus du premier quart du livre, il n'est question d'IA que dans 3 pages, qui sont en fait un mauvais résumé d'un article de l'Express, plus 3 lignes plus ou moins absurdes. Et vraiment, j'exagère pas, il n'y a rien d'autre. Il en faut du gras pour faire aussi maigre. Cette méthode d'écriture permet à Enthoven d'enfler son texte jusqu'aux dimensions respectables d'un livre, 180 pages avec de grosses marges pour 38 chapitres et autant de pages à moitié blanches. 19 € aux éditions de l'Observatoire, merci bien. Au final, donc, les 2 tiers du bouquin parlent clairement de toute autre chose que d'intelligence artificielle. On a des pages qui dissertent sur Proust, sur l'amour, sur n'importe quelle marotte d'Enthoven, et il a beaucoup de marottes. Ah. Il est jamais tant inspiré que lorsque... Attendez. Attendez. Bah, ils ont déjà commencé les feux d'artifice. Regarde l'heure. Dans quelques minutes. Je t'emmerde. Pardon, ça c'est... Dans quelques minutes, c'est notre nouvelle année. Dans quelques secondes, pardon. Je prépare mon WhatsApp. « 5, 4, 3, 2,
1. Bonne année! Hop. C'est un message que je vais copier personnellement. Bonne année, bonne année. Juste aller dire, juste descendre pour aller dire bonne année. Bonne année, bonne santé, tous les meilleurs vœux. Allez. Je reviens. Je reviens.
J'ai dit bonne année à ma famille, tout ça. Et là je suis encore en train d'envoyer des messages sur des groupes. J'ai un pote que je peins qui m'a dit bonne année. J'ai dit j'attends que ce soit le cas chez vous pour te le dire. Et il m'a envoyé un gif où il me serre la main. C'est... Je suis en train de regarder à qui j'ai pas envoyé bonne année. Moi aussi je lui ai envoyé sur le groupe. Ah, lui il m'a répondu. Oui, le frère. Le French Monster. Et qui suit les flammes. Coureur et méritaire bonne année. Nox, ça fait longtemps. Allez, Nox. Bon, lui je lui dirais bonne année avec les autres Guadeloupéens. Heiser, Raven, bon pareil pour Anne. Wall, je t'apprécie pas de fou. Mais vas-y, tu mérites un bonne année. Nikos, bien évidemment, qui va recevoir un bonne année. Un bonne année en bonnet du forme. Un bonne année en bonnet du forme. C'est qui Az? Je sais pas qui c'est. Je suis descendu tellement bas. Maël, tu mérites un bonne année. Maël, tu m'as fait mon année. Honnêtement, tu m'as fait mon année. Wirox, oh Wirox, oui. Oui. Wirox, ça fait partie des personnes que je cherchais. C'est pour ça que je suis si bas. Bon, lui, je l'ai envoyé sur WhatsApp. Ah, Faucheur, lui. Il est pas en Guadeloupe. Ouah, c'est une dingue. Heureusement que je vois pas bonne année sur mon groupe. Hein. Heureusement que vous voyez pas quand je vois bonne année. Parce que vas-y, frère. Hein. J'ai envoyé à Kotor aussi. J'envoie à Kotor. Je lui envoie une demande d'amis en plus. Et ensuite, je pense que j'ai envoyé à tout le monde. Il y a forcément des gens que j'ai oubliés. Mais en majorité, les gens ont reçu leur bonne année. Bonne année, frérot. Lui aussi, bonne. Lui aussi, merci à toi aussi. Ouais. Ah là là. Bon, on peut reprendre la vidéo. Je vous avoue, je vais pas live longtemps en vrai. Hein. C'était surtout pour live jusqu'à la nouvelle année. Après, je vais camper avec mes potes guadeloupéens jusqu'à 6h du mat. Pour leur nouvelle année. Je vais en profiter pour poster les 2 VOD. Bonne année sur Sergeant Mate. Bref. Ah, Kotor m'a répondu. Merci, bonne année à toi aussi. C'est les gens de Knight Revenge, ça. C'est pas les potes à Théo qui m'auraient dit bonne année tout de suite, hein, ça, c'est... Ah, sur Snap, ça a envoyé bonne année sur les groupes. William m'a envoyé un Snap, tiens. Voilà, allez on peut reprendre la vidéo. Il parle d'autre chose que du sujet de son propre livre. C'est dommage d'avoir choisi ce sujet du coup, hein. On l'a pas forcé à écrire pourtant. Bref, j'aurais encore tellement de sel en réserve, mais allez, ça suffit, j'arrête de tirer sur ce bouquin. Je me suis quand même farci de le lire presque en entier parce que je veux pas critiquer un truc que j'ai pas lu, mais franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi vide. Et c'est atterrant qu'on fasse passer ça pour un livre de philosophie et qu'on le reçoive comme tel dans les médias, et que tant de journalistes en fassent un éloge démesuré alors que c'est clairement vide à la lecture. Bonne année, bonne année. C'est absolument passionnant. Lisez, c'est extraordinaire. Non. T'es nul. Mais allez, j'arrête et venons-en au seul propos d'Enthoven qui semble un peu substantiel au sujet de l'IA, hein, sa grande thèse sur l'incapacité de ChatGPT à écrire une problématique. Cette référence à la problématique, c'est la première chose qu'il dit pour expliquer en quoi l'IA ne sert à rien en philosophie, et ça reviendra souvent dans le livre, et c'est le point qu'il développe systématiquement en interview aussi. Et quand je dis systématiquement, c'est pas une exagération. La machine est incapable de trouver une problématique. Il n'y avait pas de problématique. Il n'y avait pas de problématique. Fabriquer une problématique. Putain mais ça pète dehors. Oh là là.
Vous entendiez les feux d'artifice et pétards et tout? Qu'il y a une problématique à partir d'un sujet donné, la machine ne le fait pas. Trouver une problématique, trouver une problématique. Trouver la problématique. Il ne peut pas concevoir une problématique. Une problématique, trouver la problématique d'un sujet. La problématique, ou l'une des problématiques. Et ça, ne pas se L'IA répéter. de dans 1000 ans sera toujours aussi impuissante à trouver la problématique d'un sujet de philosophie. La machine n'avait pas fait de problématique. La On capacité l'a déjà à vu, ça. créer une problématique, c'est-à-dire à réfléchir. Qu'est-ce que c'est une problématique? Une problématique qui permet de saisir la problématique. Quand on a la problématique, vous avez besoin de la problématique. Là, on a une problématique. Mais ça c'est pas des pétards, ça c'est une arme à feu, je suis désolé. Ouais si c'est des pétards mais Ah attendez, je crois que c'est au-dessus de ma fenêtre, attendez je vais regarder. Non, c'est pas au-dessus de ma fenêtre, c'est plus loin. C'est bien plus loin. Faut que je vous l'avoue, ça c'est pas ma salle de sport privée. On s'en Avec branle, mon t'es sauna et une mon merde, bar froid. t'es une merde Non, toi, non, toi c'est- t'es une merde. Notez que ce qu'il hall d'un appelle et ce hôtel. qu'on appelle en philosophie problématique, c'est pas la dissertation entière, hein, c'est juste un texte de quelques lignes dans l'introduction. Par exemple, pour sa dissertation sur le sujet Le bonheur est-il affaire de raison, celle qu'il a composée en juin dernier, voilà l'entièreté de son introduction. Avez-vous jamais été heureux sans qu'une petite voix ne vous dise à l'oreille « Dépêche-toi, profite de ton bonheur car il ne va pas durer ». Pour quelle raison est-il impossible de se rendre Ouais, heureux l'écriture sans se de dire médecin. aussitôt que le bonheur J'ai est pas le droit de parler éphémère? mais... Pourquoi alourdir spontanément le bonheur par la perspective de son achèvement? Parce que nous raisonnons, nous calculons, nous indexons la quantité de bonheur sur sa durée, et de cause en conséquence, nous devançons en raisonnant le dépit qui nous attend. Comment le bonheur, c'est-à-dire une émotion causée par ce qui ne dépend pas de nous, peut-il néanmoins relever de la rationalité? En fait, on dit Serez-vous bonheur sur surpris plusieurs si je réseaux. vous dis que le début de sa problématique recycle en fait un texte qu'il a déjà écrit par ailleurs? Avez-vous jamais été heureux sans qu'une petite voix ne vous murmure à l'oreille « Dépêche-toi mon grand, ça ne va pas durer ». Non, vous ne serez pas surpris, hein, Enthoven est un grand recycleur. Et après, c'est les LLM qu'on accuse d'être des perroquets stochastiques. C'est pas forcément si grave au demeurant de se recycler ou d'avoir des sortes de routines de prof, pourvu qu'on les sorte de façon pertinente. Mais là, ça donne à son introduction un côté un peu maladroit, en ceci qu'elle semble très peu spécifique au sujet. On sent bien que les premières lignes sont juste un propos général sur le bonheur, et le lien avec le sujet n'apparaît que dans la seconde moitié et n'est pas hyper naturel. Ça ressemble à sa méthode d'écriture qu'on a vue dans son livre d'ailleurs. Une succession de petits numéros de stand-up philosophique tout près qu'il relie de temps en temps à son sujet. Et en fait, si vous lisez la dissertation entière, elle donne beaucoup cette impression-là aussi. C'est une copie brillante dans son style, dans ses références et dont les thèmes naviguent dans les eaux du sujet. Je sais que je dis ça tous les ans. Je vais essayer de plus live cette année. Et pour m'obliger à plus live, ce qu'on va essayer de faire, c'est que si jamais j'ai pas de problème pendant la nouvelle année, tous les nouvel an, je fais un live. Que je lance 1 heure ou un peu ou 10 minutes avant le nouvel an. On se regarde un petit truc, on discute un peu. Et je fais ça tous les ans. Jusqu'à ma mort. C'est ultra triste quand tu réfléchis comme ça, mais ouais. Mais ça manque d'une argumentation précise, serrée et spécifique au sujet lui-même. Le lien semble toujours plutôt thématique qu'argumentatif. Alors ça reste hors norme pour un niveau lycée, mais même pour ce niveau, je suis pas convaincu que ça valait le 20 que les deux juges parfaitement impartiaux lui ont attribué. D'ailleurs, Enthoven lui-même le reconnaît humblement dans son livre. De l'autre côté, la copie générée par ChatGPT lors du match des intelligences était en effet mauvaise et ne problématisait pas. Sur ce point, Enthoven a raison. Là où il a tort, c'est qu'il essentialise ce résultat. Il en fait une vérité générale sur l'IA. En guise de dissertation, l'IA ne pourrait jamais faire qu'un catalogue d'auteurs sans problématisation. C'est ainsi pour toute machine et pour toujours. Le sujet, c'était « Le bonheur est-il affaire de raison ?» Qu'a fait la machine? Elle a réagi comme un mauvais élève. L'IA fonctionne comme un très mauvais élève. Elle a pris toutes les théories du bonheur, Qu'elle a rangé dans 3 tiroirs indifférents. qu'elle a amalgamé dans des tiroirs. Il y avait qu'un enfilage de doctrines dans un ordre indifférent. Faut remarquer qu'il n'a pas dit de la même manière cette fois. Il n'a pas recyclé. C'est mauvais pour la planète. Pétons-lui la gueule. Et elle a fini en répondant que le bonheur pouvait être affaire de raison, mais pas que. Le résultat était nul. Ni fait ni affaire. Elle a eu 11, elle aurait pas dû avoir 11. Parce qu'il n'y avait pas de problématique. Il n'y avait rien en fait. Autrement dit, il n'y a... Dans tous les cas, quand tu suis pas la méthode, que ce soit en philo ou en français, tu n'es pas censé avoir plus de 10. Mais ça, c'est une autre question.
Il n'y avait rien. Pas un atome de réflexion. Absolument incapable de faire de la philosophie. Et nous avons là une limite absolue. Ce travail qu'on apprend en terminale, qui consiste à fabriquer une problématique à partir... Non. Oui, problématique philosophique, c'est en terminale. C'est vrai. Sur une idée de disserte de philo, oui. Sur une idée de dissertation de français, tu apprends ça en seconde. Et encore, tu peux même l'apprendre plus tôt, en troisième, selon l'établissement. Moi, je l'ai appris fin troisième. Donc, preuve que comme quoi, même ça, il est con. Oui, c'est de la dissertation français. La dissertation en français sur une œuvre, c'est aussi, dans un sens, de la philosophie. Dans ta manière d'analyser le texte. C'est pas entièrement de la philo, oui, c'est vrai, ça se fait pas de la même manière exactement. Mais dans les deux cas, tu crées une problématique. Tire d'un sujet donné, la machine ne le fait pas. Et donc les dissertations qu'elle propose sont des additions de lieux communs qu'on range dans l'ordre qu'on veut. On vous dirait, pour l'instant. Non, mais peut-être certains vont vous dire, oui, mais attendez, ça progresse. Ça progresse, mais ça progresse dans le mauvais sens. Et vraiment, c'est frappant à quel point chaque défaut de cette copie particulière est réinterprété par Enthoven comme une propriété de l'IA en général. Par exemple, dans sa propre copie, Enthoven réutilise plusieurs fois le même exemple, tandis que la copie de ChatGPT n'en fait pas autant. Et du coup, Enthoven en déduit que c'est une impossibilité pour toute IA. C'est pas une blague, hein. Littéralement, il écrit « Aucune IA ne reviendrait sur l'exemple qu'elle a déjà étudié ». Donc sérieusement, cette liberté de reprendre le même exemple dans une dissertation n'appartient qu'à l'humanité. Ai-je besoin de souligner à quel point c'est démesurément stupide comme propos? Et nous avons là une limite absolue. Limite absolue, hein. Pas du tout de l'abus. You serious? Oh putain. Embrace fear. Eh ben on va mettre des waifus et elles auront des flingues. Allez monsieur Grenier, retournez vous coucher. Non. Pardon. Jusqu'à chaque fois que je vois cette pub, je pense à ça. ChatGPT a généré une mauvaise copie, certes, mais ça ne dit rien des capacités de l'IA en général, et ça ne dit même pas grand-chose des capacités de ChatGPT en particulier. Parce qu'il avait une explication toute simple à ce mauvais résultat, le prompt était mauvais, très mauvais même. Voici le prompt qui avait été donné à ChatGPT lors de ce match des intelligences. Professeur de philosophie, rédiger une dissertation de philo complète. Non, déjà vous êtes un professeur de philosophie. Non. Ça sert à rien de le mettre dans un rôle. Au contraire, ça va le limiter. Une longue suite d'instructions très désordonnées. Adopte un ton académique et personnel à la fois. Ça veut dire insiste sur le paradoxe incorporé de l'humour. Non, c'est débile. Inclure des anecdotes. Je vais vraiment expliquer pourquoi c'est une connerie. Clair, accessible, indisciplinaire. Indisciplinaire! Interdisciplinaire. Pardon, c'est moi qui lis mal. Réfléchis de manière critique, engageante, axée sur l'analyse, provocante, poétique et inclut des métaphores et des jeux de mots. Et dont une bonne part ne sont pas pertinents pour une dissertation. Franchement, on sent que les ingénieurs qui ont concocté ça ne comprennent ni les preuves de philosophie, ni le fonctionnement d'un LLM. Déjà, un prompt n'est pas comme un programme où il suffit de lister des instructions pour qu'elles soient suivies. Et quoi qu'il en soit, ces instructions étaient souvent bizarres. Par exemple, pourquoi demander de faire l'étymologie des termes en introduction? C'est plutôt un mauvais conseil général. Pareil pour ce qui est de l'obliger à citer systématiquement les grands auteurs. C'est pour ça que la copie générée a fini par ressembler à un catalogue d'auteurs. C'est plus ou moins ce qu'on lui a demandé. Le prompt indique aussi qu'il faut incorporer de l'humour et des jeux de mots, ce qui est la pire idée. Non seulement parce que c'est pas très approprié pour une dissertation, non, mais surtout parce que pour le coup, le test de Turing de l'humour, ChatGPT est encore loin de le passer. Ça résistera sans doute bien plus longtemps que la philosophie, si vous voulez mon avis. Tout servi par un humour tout à fait poussif. Bon. Et enfin, un dernier gros problème évident avec ce prompt, c'est qu'on demande à ChatGPT de générer directement la dissertation sans construction d'un plan au préalable et sans non plus lui demander d'abord de réfléchir à une problématique. Il n'y a rien dans le prompt qui invite à problématiser. Est-ce que ça n'aurait pas un lien avec le fait que ChatGPT n'a pas très bien problématisé le sujet? On lui a demandé de faire autre chose, en fait. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais à cette objection, Enthoven a une réponse définitive. Et alors, parmi ces critiques, la plus belle, c'était de dire mais forcément, elle n'a pas fait de problématique, on le lui a pas demandé. Et voilà. Et là, en fait, on est au cœur du problème. C'est-à-dire, on est au cœur de l'illusion selon laquelle il suffirait de demander à la machine d'être intelligente pour que magiquement elle s'y mette.
C'était très intéressant, cette critique-là, parce qu'elle postulait en somme que la machine est... J'ai un vrai problème de frère avec lui. Il a la gueule d'un de mes profs d'aïkido. La gueule et la voix d'un de mes profs d'aïkido. Enfin, d'un de mes profs, mais d'une des personnes avec qui je fais beaucoup d'aïkido. Bon, ce mec-là qui fait de l'aïkido, il est pas con comme ça, il s'appelle pas comme ça, mais... Putain. un génie d'Aladin. Bon, alors déjà, on n'a pas besoin d'être totipotent pour générer 10 lignes de problématisation. En fait, on peut même être incompétent en à peu près tout, sauf dans l'art d'écrire ce genre de petits textes de singes savants. Les exemples ne manquent pas. Et ensuite, Enthoven a beau jeu d'ironiser. Alors, comme ça, il aurait suffi de lui demander de problématiser. Et voilà. Mais a-t-il seulement essayé avant de déclarer ça absurde? Non, c'est pas très compliqué, hein. Faut juste aller sur ChatGPT 4. Bon, à l'époque, fallait payer l'abonnement, mais bon, il pouvait se le permettre, hein. C'est moins cher que son livre. Puis il suffit de décrire en 2 lignes ce qu'on attend d'une problématique, de donner un sujet et de regarder le résultat. Et ben vous savez quoi? Ça marche plutôt très bien. Forcément, elle n'a pas fait de problématique, on le lui a pas demandé. Et... Alors, voici par exemple les 3 premiers textes générés avec le prompt montré plus tôt. C'est loin d'être parfait, mais cela problématise moins le sujet que le paragraphe d'Enthoven. Et voilà. Eh oui, il suffisait de demander pour obtenir un résultat comparable ou même meilleur que celui d'Enthoven en personne. Et ceci, même aux yeux exercés de profs de philo. Oui. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, je peux le montrer rigoureusement et je l'ai même montré en utilisant spécifiquement le texte de problématisation d'Enthoven, parmi d'autres textes bien sûr. Mais je vais garder celui d'Enthoven pour la fin parce que c'est le plus savoureux. ChatGPT ne sera jamais prof de philo. Et nous avons là une limite absolue. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, et ne t'inquiète pas. J'en viens donc à mon test de Turing philosophique. Quelques mots sur sa conception. J'ai d'abord demandé sur un groupe Facebook de profs de philo qu'on m'envoie des exemples de bonnes intros de dissertation, hein, typiquement celles qu'ils donnent en corrigé. C'est ça que j'ai indiqué. Donc des intros modèles, on imagine. J'ai pris sans trop les trier les premiers résultats et j'ai juste parfois un peu remanié les textes pour mieux isoler la problématique, mais bon, ça change pas grand chose. J'ai aussi pris le texte d'Enthoven et enfin j'ai pris une introduction à moi du temps où j'étais prof et qui était aussi celle que je présentais dans cette vieille vidéo. Comme ça, moi aussi, je participe. En tout, j'ai réuni comme ça 10 problématiques sur 10 sujets de dissertation différents. Il ne restait plus qu'à générer des textes de longueur similaire avec ChatGPT 4. Et oui, j'ai bien utilisé GPT-4, c'est-à-dire la même version qui a été utilisée l'année dernière contre Enthoven, et pas GPT-4o qui vient de sortir et qui peut-être aurait donné de meilleurs résultats, qui sait. J'ai généré tous les textes en live sur Twitch. Alors je l'ai fait en live pour être transparent sur la méthode par laquelle j'ai fait les textes, et notamment le fait que je fais aussi peu de cherry picking que possible. Autrement dit, j'ai pas généré plein de fois pour garder le meilleur texte, hein, j'ai plutôt essayé de faire à chaque fois avec le premier texte généré, en faisant juste des petites coupures ou en générant des ajouts pour adapter la longueur, mais pas plus, ça reste des textes. Je voulais des textes de longueur la plus proche possible des versions humaines. Je demande aussi à éviter le mot tension qui faisait partie de mon prompt et qui du coup apparaissait trop souvent dans le texte pondu entièrement par ChatGPT et généralement du premier coup. Donc j'avais 2 prompts. D'abord un prompt assez simple qui donnait juste quelques indications méthodologiques sur comment construire une problématique, écrit une dissertation de philosophie sur le sujet, blablabla. Dans cette introduction, problématise le sujet en opposant une première réponse à une objection, puis en développant l'attention sous-jacente. Ne fais pas un catalogue d'auteurs, sois concis, clair et éloquent. Voilà, simple, efficace. Mon deuxième prompt était plus amusant, je voulais un prompt qui pousse le modèle à imiter le style d'Enthoven. Je voulais avoir mon Enthoven GPT rien qu'à moi. Alors pour ça, j'ai fait une liste de petits extraits d'Enthoven que j'ai trouvé sur Babelio et je les donne en échantillon au début du prompt, puis je demande, dans le même style, écris un paragraphe de problématisation sur la question philosophique suivante, blablabla, sois concis et éloquent, trouve des formules frappantes et paradoxales. Et avec ça, ça marche très bien pour générer du pseudo-Enthoven. C'est assez impressionnant. Ce que la philo exige en tout premier, c'est un désir et c'est une intuition. 2 choses dont que la machine peut peut-être singer, mais dont elle ne peut pas prendre l'initiative. ChatGPT ne sera jamais prof de philo. Je vous mettrai les prompts dans un commentaire épinglé si vous voulez jouer avec, bien sûr. Une fois que j'ai généré mes 20 problématisations sur les 10 sujets, j'ai construit mon test de Turing sous forme d'un questionnaire. Après une petite explication du dispositif, chaque participant est envoyé aléatoirement sur une série de 3 textes de problématisation sur un même sujet, et les participants doivent d'abord noter la qualité philosophique de chaque texte, puis déterminer quel texte parmi les 3 a été écrit par un humain.
Notez qu'on pouvait signaler si on avait déjà lu un de ces textes, ce qui pouvait surtout être le cas pour celui d'Enthoven ou pour mon introduction, ou aussi pour les personnes qui avaient assisté au live sur Twitch où je générais les textes. Et donc j'ai évidemment exclu les réponses des participants dans ce cas. Puis chaque participant pouvait être envoyé ensuite sur une autre série de 3 textes et ainsi de suite jusqu'à éventuellement 10, mais c'était pas obligatoire, on pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Enfin, à la fin du questionnaire, j'ai recueilli quelques informations qui vont m'être utiles pour distinguer différents groupes. D'abord, à quel point vous vous y connaissez en philo. Je voulais notamment pouvoir faire un groupe juste avec les enseignants de philo, est-ce qu'ils seront ou non meilleurs que les autres à cet exercice. Et aussi une question sur votre rapport au LLM. Est-ce que vous les utilisez beaucoup ou rarement ou pas du tout? Ça peut être intéressant de voir si la familiarité sur ce point aide aussi ou non. Alors, à votre avis, quels vont être les résultats de tout ça? Reconnaît-on l'humain de la machine? Enthoven supplante-t-il Enthoven GPT? Eh bien, c'est ce que mon moi du futur qui fait le montage et qui va faire les analyses détaillées s'en va vous expliquer tout de suite. Ce professeur polonais m'a permis d'apprendre le piano 10 fois plus vite. Je cite, « La pire façon d'apprendre une langue, c'est en essayant de... » Allez, c'est parti. Bonjour, c'est donc le moi du montage qui vous parle. J'espère que ça se passe bien pour vous, que mes petits florilèges d'Enthoven vous plaisent. Ça m'a pas du tout rendu fou, c'était un grand plaisir de passer des heures sur des rushs d'interviews d'Enthoven, vraiment. Bref, donc je vais vous présenter les résultats de ce petit test de Turing. Enfin, pas si petit d'ailleurs, ça faisait quand même pas mal de trucs à analyser. Je mettrai sur mon blog tous les résultats sujet par sujet. Vous pourrez aller voir le lien en description. Là, je vais pas aller à ce point dans le détail, je vais seulement donner quelques résultats généraux. Et on va s'y regarder de plus près 3 des 10 sujets, notamment le sujet traité par Enthoven, bien sûr. Allons-y, alors déjà, il y a plus de 1500 participants qui ont fait en moyenne 3,4 tests chacun sur les 10 possibles, donc ça fait un peu plus de 500 participations par test, ce qui est assez honorable, même si j'avoue que j'aurais aimé en avoir un peu plus. Souvent j'arrive à avoir plus de 10 000 participants et c'est vrai que là c'est nettement moins, mais bon, c'est un questionnaire qui prend un peu plus de temps à remplir, donc je comprends. Et notez que parmi ces participants, j'ai 94 profs de philo et ça va être particulièrement intéressant de les regarder et de les comparer aux autres. Sur l'ensemble des résultats, le taux de réponse correcte d'un participant est en moyenne de 38% et la médiane est à 33,33% exactement. Sachant qu'il y avait 3 choix pour chaque test, on peut dire qu'on est juste un petit peu au-dessus du hasard. Au sens où si tout le monde s'était contenté de répondre au hasard, moyenne et médiane seraient à 33,33%. Donc c'est en quelque sorte la valeur plancher, ça. Et donc vu que la médiane est à cette valeur-là de 33,33%, ça veut dire que la part des participants qui dépassent cette valeur, qui font mieux que le hasard, eh bien elle est minoritaire. Elle n'est que de 47%. Dans le reste, il y a 7% qui font juste aussi bien que T'es sûr qu'il est pas prof de maths? Continuons. le hasard et 46% qui font moins bien. Donc déjà, à première vue, ce petit test de Turing a sacrément bien marché. Oui. Et je peux même dire que ça a mieux marché que ce que vous imaginiez, aussi bien pour les autres que pour vous-même. Parce qu'en effet, à la fin du test, je vous demandais d'estimer la part de prédiction réussie dans l'ensemble des participants et aussi votre propre taux de prédiction réussi. C'est une façon de mesurer votre confiance dans vos propres réponses et dans les réponses des autres. Alors pour ce qui est de vos propres réponses, vous estimiez en moyenne avoir obtenu un peu moins de 50% de tests réussis. Quant à vos prédictions pour les performances des autres participants, vous les estimiez en moyenne à 45%. Alors ça pouvait sembler assez modeste comme prédiction, après tout c'est pas si glorieux 45-50%, mais c'est déjà bien au-dessus de la réalité qui est beaucoup plus proche de la valeur plancher des 33%. En somme, vous avez été plutôt nul globalement. Mais je dis bien globalement parce que ça cache quelques différences selon les groupes quand même. Déjà, est-ce qu'être un fin connaisseur de GPT-4, ça aide à réussir les tests? Dans le groupe qui n'utilise pas du tout les LLM, le taux de réponse correcte ne dépasse pas 33% et la médiane est même inférieure au hasard à 25%. Donc une majorité a fait strictement pire que le hasard. Ça veut dire qu'ils auraient mieux fait de répondre sans lire les questions, littéralement. Et pourtant ils étaient confiants, ils prédisaient pour eux-mêmes en moyenne 48% de réponses correctes. C'est optimiste. À l'autre extrémité, dans le groupe qui utilise régulièrement ChatGPT-4 ou d'autres LLM similaires, le taux de réponse correcte est en moyenne de 45% et on a une médiane à 50%. C'est pas mal, c'est mieux que le hasard, mieux que les autres groupes en tout cas. Et donc bien connaître les LLM, ça aide à pas se faire avoir dans une certaine mesure, mais ça reste assez faible comme performance, à peine 50%, alors qu'il s'agit seulement de reconnaître un texte humain parmi 3. Si j'en avais mis juste quelques-uns de plus, ça aurait été vraiment difficile d'identifier le texte humain probablement. Donc ça c'est pour la familiarité avec les LLM, un effet mais relativement modeste. Voyons maintenant si la familiarité avec la philosophie et particulièrement être prof de philo a eu un effet pour détecter les textes humains. Dans le tout petit groupe de 74 participants qui déclarent ne connaître strictement rien à la philosophie, la moyenne est de 35% de réponses correctes et la médiane est juste en dessous de 33,33%. En fait exactement la moitié a fait moins bien que le hasard. Le groupe qui s'intéresse un peu à la philosophie et qui constitue la majorité des participants ne fait pas bien mieux, la moyenne est à 36% et la médiane juste au niveau
niveau du hasard à 33,33%. Et c'est à peu près pareil pour le groupe des amateurs de philosophie qui s'y intéressent beaucoup sans avoir fait d'études de philo pour autant, moyenne à 37% et médiane à 33%. Maintenant, si on regarde du côté des personnes ayant fait des études de philo, là on arrive enfin à un résultat qui est sensiblement meilleur que le hasard, 44% en moyenne et la médiane à 40%. C'est déjà ça, mais ça reste pas formidable. Bien en dessous d'une chance sur deux de trouver un texte humain parmi 3, il n'y a pas de quoi se vanter. Enfin, si on arrive du côté des profs, est-ce que c'est quand même mieux là? Eh bien oui, nettement mieux. La moyenne atteint 57% et la médiane est à 50%. Et de façon intéressante, la moyenne des estimations de ce groupe pour leur propre performance est de 56%. Donc ils ont vraiment bien perçu leur propre degré d'incertitude. Notez qu'on reste quand même en dessous de 60% de précision pour un test où il y a seulement 3 réponses possibles. C'est loin d'être un score impressionnant. Il faudrait un score autrement plus élevé pour justifier les propos d'Enthoven sur cette impossibilité absolue pour une machine d'écrire une problématique de philosophie. Si on prend Enthoven au mot, on devrait être au-dessus de, je sais pas, 90% au moins. Ça devrait être impossible de se laisser berner, surtout en tant que prof. Donc voilà, malgré ce succès relatif des profs, relatif aux autres groupes qui ont fait beaucoup moins bien, même ceux qui ont étudié la philo, ça reste un échec vis-à-vis de cette thèse d'impossibilité que défend Enthoven. Clairement, on n'en est pas du tout là. La machine est incapable de trouver une problématique. Et nous avons là une limite absolue. Les brosses à dents manuelles laissent derrière elles 50% de plaques dentaires qui peut se transformer en tartre. La brossette ronde d'Oral-B IO épouse parfaitement chaque dent pour nettoyer les zones difficiles d'accès et éliminer 100% de plaques dentaires en plus. Éliminez le tartre avant qu'il n'apparaisse. Le brossage parfait commence avec Je veux pas Oral-B. forcément voir tes dents. Oh, vous sentez là l'impact des coups? Parce que pas moi. L'absolu. Et surtout, on peut se demander, est-ce que c'est en vertu de leur absence de qualité philosophique que les profs ont identifié les textes écrits par ChatGPT, ou bien est-ce que c'est par d'autres critères qui finalement ne relèvent pas forcément de cette dimension philosophique? Eh bien, on peut répondre à cette question parce que pour chaque texte, je demandais aux participants de noter éventuellement, c'était pas obligatoire mais la plupart l'ont fait, la qualité philosophique du texte. Alors regardons déjà ce que ça donne au niveau de l'ensemble des participants. Voici l'ensemble des moyennes des notes pour les différents sujets, avec en vert la note la plus haute, en rouge la plus basse et en jaune l'intermédiaire. Il en ressort quelque chose de très clair. ChatGPT, avec le prompt simple, a produit les textes qui ont été les mieux notés presque à chaque fois. Tandis que les textes produits par le prompt à la Enthoven ont été généralement les moins bien notés. Et le texte humain se situe entre les deux donc. Ceci dit, les trois ont des moyennes qui restent relativement proches. Les textes humains ont un peu plus de 6 de moyenne sur 10, les textes produits par le prompt simple ont un peu plus de 6,5 moyenne, et les textes à la Enthoven 5,75, juste 3 dixièmes en dessous de l'humain. Autrement dit, dans la perception des qualités philosophiques des textes, il semble pas qu'il y ait un si grand écart. Plus intéressant encore, si on met ça en comparaison avec la répartition des réponses sur la question de l'origine humaine ou non des textes, on s'aperçoit qu'à vrai dire, dans la majorité des cas, le texte le mieux noté n'est pas celui qui a été le plus attribué à l'humain. Et on s'aperçoit aussi que, sauf quelques cas, c'est globalement très réparti, avec presque aucun texte qui recueille plus de la moitié des réponses. En fait, il y a une seule exception à ça, c'est ma propre introduction qui a été correctement identifiée comme humain par 70% des participants. Et oui, j'ai bien exclu ceux qui me disaient avoir reconnu le texte. Très clairement, ce qui a dû se passer, c'est que vous avez été nombreux à reconnaître mon style, et ça a clairement rendu le test plus facile qu'il n'aurait été si j'avais plutôt mis un texte d'un prof de philo comme les autres. En outre aussi, on voit que le prompt à la Enthoven n'a pas convaincu du tout, et en fait, c'était même assez simple au bout d'un moment d'identifier le style particulier de texte que ça produisait et de l'écarter du coup. J'ai eu plusieurs commentaires qui me signalaient ça. Donc là aussi, ça a pu rendre le test un peu plus facile pour identifier l'humain. Voilà, donc ça, ce sont les résultats globaux. Voyons maintenant ce qu'il en est du côté des profs de philo. Alors, mise en garde importante, les effectifs sont beaucoup plus petits ici, donc les intervalles de confiance sont beaucoup plus grands, mais ça donne quand même une idée. On voit que les textes humains sont mieux notés en moyenne, 6,5, mais les textes générés par le prompt simple sont pas si loin derrière, à 6 de moyenne, et les textes à la Enthoven sont assez loin derrière, à 5,35 en moyenne. Ce qui n'est pas non plus totalement déshonorant, ça reste au-dessus de 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans quasi tous les cas, ce groupe a bien détecté majoritairement le texte humain, mais dans 4 cas sur 10, le texte le mieux noté pour sa qualité philosophique n'a pas été choisi majoritairement comme étant le texte humain, en fait. Si les textes humains ont été reconnus par les profs de philo, donc c'est pas juste sur la qualité philosophique que ça s'est joué, mais aussi beaucoup sur des critères formels, non philosophiques à strictement parler, et donc ce succès relatif des profs de philo dans ce test de Turing ne vient pas du tout justifier la thèse d'Enthoven, bien au contraire, on voit que la qualité philosophique des problématiques générées par l'IA sont réellement appréciées
appréciée, même des profs de philo. Et encore, je peux soupçonner pas mal de profs de vouloir punir implicitement les textes qu'ils jugent écrits par des IA. Ça m'étonnerait pas, disons que ça m'étonnerait beaucoup moins que l'inverse. S'il y a un biais, il est plutôt contre l'IA a priori. Petite note en passant, il me semble que le truc qui a grillé pas mal de textes humains auprès des profs de philo, c'est que c'était les seuls textes à mettre très souvent des définitions en introduction de façon assez scolaire et qui a pu sembler d'ailleurs maladroite aux yeux des non-profs. En fait, quand j'étais prof, j'étais toujours un peu partagé sur ce truc de la définition des termes en introduction. Quand c'est systématique, ça me semble presque toujours maladroit et inutile, mais de fait, c'est une consigne que donnent beaucoup de profs et qui permet de signaler en quelque sorte qu'on suit vraiment une méthodologie apprise en cours. Ça permet de faire bon élève, quoi. Et vu que j'ai fait mes prompts avant de voir les textes humains, j'avais sous-estimé la part des textes humains qui mettraient cette consigne en application. Mais du coup, je me dis que si à la place du prompt à la Enthoven, qui a été facilement grillé par pas mal de gens, j'avais mis un simple prompt de méthodo qui insiste davantage sur le fait de bien définir les termes du sujet, j'aurais sûrement rendu la tâche beaucoup plus difficile aux profs. C'est un des nombreux petits regrets que j'ai sur cette expérience, mais tant pis. Et puis j'aimais bien mon prompt qui génère du texte à la Enthoven, hein, ça m'amusait. Je trouve les résultats assez rigolos dans leur genre enthovenesque. Et puis ça permettait d'avoir vraiment 3 textes bien différents, ce qui rendait sans doute le test un peu plus agréable à faire. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Et justement, tenez, regardons de plus près un premier exemple de sujet où ce GPT Enthoven a rendu un texte qui a été jugé en fait assez bon. C'était sur le sujet « La nature doit-elle avoir un prix ?» Voici les 3 textes proposés, hein, vous pouvez les lire en arrêt sur image si vous voulez. Je vais pas les lire là parce que ça va faire un peu long, mais ça vaut le coup de se faire par soi-même une idée du type de texte qu'on peut produire comme ça. Donc le texte issu du prompt à la Enthoven a obtenu 6,45 de moyenne chez l'ensemble des participants. C'est un tout petit peu moins que la note du texte obtenu avec le prompt simple et c'est nettement au-dessus de la note attribuée au texte humain. Et donc sur ce sujet, le texte parmi les 3 qui a été jugé le plus humain par l'ensemble des participants, c'est celui généré par le prompt à la Enthoven. Pas de beaucoup au demeurant, hein, c'est très partagé. Les 3 options ont plus de 30% des voix, mais tout de même, il a une bonne longueur d'avance sur les 2 autres. Deuxième exemple sur lequel je voulais m'arrêter, c'est le sujet « Le progrès des sciences condamne-t-il les religions à disparaître ?» Sujet assez original. L'intro écrite par le prof de philo humain est assez longue et c'est le seul texte humain que j'ai un peu choisi. Les autres, j'ai vraiment pris en gros les premiers qui me sont arrivés. Celui-ci, il m'a été envoyé un peu plus tard, mais je trouvais l'intro vraiment intéressante et aussi, comme elle était assez longue, ça m'intéressait d'inclure un cadre de texte aussi long pour voir comment ChatGPT s'en sortirait. D'ailleurs, pour le coup, c'était tellement long que j'ai vraiment pas lu en entier les textes générés par ChatGPT que j'ai mis dans le questionnaire. Je me suis juste assuré que ça avait la bonne longueur et que le début et la fin tenaient la route, puis hop, j'ai copié-collé et c'était dans le questionnaire. Et pour les avoir lus entre temps, je trouve que le résultat est plutôt pas mal, hein, même si j'ai l'impression que c'est moins bon que le texte humain en effet, mais le fossé me paraît pas immense. Hein. Et typiquement pour un lycéen, n'importe lequel de ces textes serait très impressionnant. On est clairement sur un niveau bien au-dessus du niveau terminal. Concernant les résultats pour l'ensemble des participants, donc le texte humain a été bien noté, 6,67 en moyenne contre 6,18 et 6,16 pour les 2 autres textes. Les profs en revanche ont marqué plus de différence en notant 7,11 le texte humain en moyenne contre 5,89 et 5,32 pour les textes générés par le prompt simple et par le prompt à la Enthoven. Mais encore une fois, prenez ces résultats des profs avec des pincettes parce que l'échantillon est vraiment petit. Une majorité relative des participants ont attribué le texte de l'humain à l'humain, 43% contre 30% et 27% pour les 2 autres. 43% c'est l'un des scores les plus élevés parmi les réponses correctes, mais on est quand même très loin d'une majorité absolue. Côté prof, c'est nettement plus marqué avec 75% qui ont reconnu l'humain, c'est là aussi un des meilleurs scores. Enfin, penchons-nous sur le cas de la fameuse problématique d'Enthoven et de sa petite voix qui parle du bonheur. En moyenne, et comme bien d'autres textes de problématisation, il a été jugé moins bon philosophiquement que le texte généré par le prompt simple. Mais tout de même meilleur que la version du prompt à la Enthoven. Au fond, l'original reste meilleur que la copie. Mais il est quand même moins bon qu'une simple instance de ChatGPT à qui on demande simplement d'écrire une problématique. Et alors, parmi ces critiques, la plus belle, c'était de dire mais forcément, elle n'a pas fait de problématique, on le lui a pas demandé. Ce que je m'apprête à annoncer, c'est quelque chose que même les humains n'ont pas encore compris. En vrai, c'est chaud. Et ce qui l'est encore plus, c'est... Et voilà. Donc pour l'ensemble des participants, la moyenne est de 5,59 pour le vrai Enthoven, et notez que cette note est largement inférieure à toutes les notes attribuées au texte généré par le prompt simple. Et voilà. L'imitation d'Enthoven par ChatGPT, elle obtient 4,79 de moyenne et ça monte à 6,41 pour le texte généré par le prompt simple. Et c'est vrai que ce texte me semble le moins mauvais des 3, même s'il me semble pas terrible non plus honnêtement. Et de façon assez évidente, ce texte de ChatGPT problématise autour du fait que le bonheur est une émotion alors qu'a priori des émotions échappent à la raison, exactement comme le texte d'Enthoven. Sauf qu'Enthoven répétait partout à quel point cette idée de construire la problématique sur cette opposition du bonheur comme émotion à la raison, ça ne pouvait juste pas venir à l'IA. Très
très simplement, sur un sujet comme le bonheur est-il affaire de raison? La problématique, ou l'une des problématiques, serait de dire le bonheur est un sentiment. Comment le sentiment peut-il être affaire de raison? C'est-à-dire qu'on montre, en étudiant les termes du sujet, on manifeste le problème que pose la question. Ça, ce mouvement-là, ce geste-là, la machine en est incapable. Alors, pour vous donner un exemple tout simple, pour ne pas être abstrait. Le bonheur est-il une affaire de raison? Vous regardez le sujet, vous regardez l'intitulé, et vous le lisez, vous essayez de comprendre les termes, et vous vous dites quoi? Que le bonheur est un sentiment. Comment un sentiment peut-il être l'affaire de la raison? Est-ce qu'il n'y a pas contradiction là? Et là, vous mettez la main... Mais quel clown, bordel de merde, il a même pas fait son... Non mais frère, je t'en supplie, quand tu sors des conneries à ce point-là, et quand tu insistes à ce point-là sur des trucs, vérifie-les. Je t'en supplie, tu peux être un gros con et dire de la merde. Mais au bout d'un moment, il y a quand même une limite à pas dépasser. Sur la tension propre au sujet. Si le bonheur est une affaire de raison, ça veut dire qu'on peut rationaliser les sentiments. Là, on a un axe intéressant. Là, on a une problématique. On a la colonne vertébrale, en fait. Et pour ça, vous avez besoin de la problématique. Et bien, ce petit mouvement, ce petit pas de côté, la machine n'en voit pas l'intérêt. La machine n'en voit pas l'intérêt, la machine ne le fait pas. Elle n'a pas l'idée de le faire. Parce que ce qui en nous est mobilisé par ce petit... Tu peux te calmer, hein, t'inquiète, y'a personne qui va venir te tomber dessus si mais tu dis de la merde, hein, parce que tout le monde sait que tu dis de la merde. Petit pas de côté, bah, c'est quoi? C'est le fait d'être mortel et de le savoir. C'est le fait d'avoir éprouvé de... Oh, regardez comment il est assis, attendez. Mais regardez-le, bordel. Il s'y croit trop, frère. Il a cru que c'était Socrate, fils de pute. Grand désarroi. C'est le fait aussi d'avoir lu quelques livres. Attendez. C'est quoi cette eau, là? C'est ça qui vous fait trouver la problématique. La machine en était incapable parce qu'elle n'a pas compris l'exercice. Parce qu'il faut, pour comprendre l'exercice de philosophie, mettre sa vie en jeu. Oui, donc c'est parce qu'on est mortel et qu'on met sa vie en jeu qu'on arrive à écrire une prose aussi brillante que ça. Mais bref, revenons au résultat de mon questionnaire. Qu'en est-il de l'attribution du texte à l'humain ou à la machine? Il y a juste un tiers des participants qui ont attribué le texte d'Enthoven à un humain, et presque la moitié se sont plutôt tournés vers le texte généré par le prompt simple. Et c'est quasiment le score d'attribution le plus élevé, l'un des rares qui s'approche d'une majorité absolue dans l'ensemble des participants, sauf que pas de chance, c'était une erreur. Oh merde! Oh, c'est con ça! Côté prof, Enthoven se paye à juste titre un 5 de moyenne et c'est carrément la note la plus basse parmi les humains. Et là aussi, c'est intéressant de relever que c'est une note plus basse que toutes les notes attribuées par les profs au texte généré par le prompt simple. Et pour ce qui est de l'attribution du texte à un humain, une moitié des profs exactement a donné la bonne réponse, malgré encore une fois que ce ne soit pas le texte le mieux noté en fait. En tout cas, on voit assez clairement que le petit texte de Enthoven n'a pas convaincu par ses qualités philosophiques et qu'un modèle de langage comme GPT-4 est déjà tout à fait capable d'écrire des textes de problématisation nettement meilleurs d'un point de vue philosophique, même aux yeux de spécialistes. Et si je refaisais dès aujourd'hui le test en ajoutant une plus grande variété dans les prompts, en cherchant vraiment à rendre les textes aussi indiscernables des textes humains que possible, je pense que même dans l'état actuel des LLM, il suffirait de mettre le texte humain à côté d'à peine 2 ou 3 propositions pour que le taux de réponse correcte tombe très loin de 50%, même pour des profs de philo. Oui, quant à savoir ce qu'il en sera dans 1000 ans, ça me paraît inutile d'en parler tant c'est évident. Voilà. L'IA de dans 1000 ans sera toujours aussi impuissante à trouver la problématique d'un sujet. Lui, c'est un clown. Philosophie. Et pourquoi tu fais cette tête de connard? Bah parce que j'ai raison. Eh ben non, t'as tort. Bon, est-ce qu'à la lumière de tout ça, Enthoven pourrait changer d'avis? Finalement, les machines pensent. On voit bien que ChatGPT est déjà capable de problématiser après tout. Et ce serait même assez simple d'arriver à lui faire écrire une dissertation complète, si on voulait. Vous commencez par lui faire écrire une problématique avec ce type de prompt, ensuite vous utilisez le texte généré et un deuxième prompt pour lui faire générer un plan de dissertation, puis vous utilisez ce plan et un troisième prompt pour faire écrire chaque partie, et ainsi de suite jusqu'à la conclusion. C'est bien plus efficace de faire comme ça qu'avec un seul méga prompt qui donne 1000 consignes plus ou moins contradictoires. Aucun doute qu'avec ce genre de méthode qui pourrait être entièrement automatisée, les copies produites seraient indiscernables des très bonnes copies humaines. Les LLM actuels ont déjà largement ce niveau et ça ne fera que s'améliorer. Mais donc cela ferait-il changer d'avis? Enthoven conclurait-il finalement que les machines peuvent penser parce qu'elles peuvent disserter de façon indiscernable d'un philosophe? Cet argument est parfaitement irrecevable. Eh bien, je serais très surpris qu'il change d'avis, mais il serait contraint de clarifier ce qu'il entend par
les machines ne pensent pas, et ça révélerait à quel point en fait c'est une affirmation qui ne dit objectivement rien. Parce que pour le moment, quand Enthoven se vante sur tous les plateaux de sa victoire évidente contre ChatGPT à l'exercice de la dissertation, il n'y a pas eu de match, tout ça. C'est un faux match. C'était pas un match. Faux match avec ChatGPT. Et quand il répète à l'envi que jamais c'était une pas un machine... match. Non, c'était une branlette intellectuelle, oui. Pas un match. De quoi? ChatGPT? Non, c'était pas un match. Ouais. Vous avez dit que j'étais une merde? ne sera capable de problématiser le sujet le bonheur est-il affaire de raison, comme il l'a fait lui-même si brillamment. Ce qu'il semble affirmer, en résumant tout ça par la sentence « les machines ne pensent pas et ne pourront jamais penser ». Il ne pourra jamais penser, tout court. C'est que les machines n'auront jamais ces capacités qu'il a démontrées. Des capacités qu'il associe visiblement à la pensée, comme écrire une problématique ou une dissertation, et ce sont des capacités qu'on peut objectivement constater, comme on a constaté le résultat du match des intelligences. Donc c'est une affirmation qui dit objectivement quelque chose, qui exclut objectivement que certaines choses se produisent. C'est très falsifiable en somme. Mais c'est tellement falsifiable que c'est falsifié. En fin de compte, ces choses qui ne devraient pas se produire, eh bien, elles se produisent déjà. J'en ai fourni des preuves et ce sera toujours plus facile d'en fournir bien d'autres. Que pourrait répondre Enthoven à ce démenti de l'expérience? Ce que la philo exige en tout premier, c'est un désir et c'est une intuition. Deux choses dont que la machine peut peut-être singer. Les sentiments que la machine imite ne sont que des simulacres. Ceci est essentiel. Un automate... Déjà quand tu dis le mot simulacre. Non mais si. Je suis désolé. L'utilisation du mot simulacre, t'es vraiment un singe. peut vous imiter, mais un automate ne sera pas vous. Il y a de l'irréductiblement humain que la machine peut singer, peut imiter comme un sentiment, mais qu'en aucun cas elle ne peut éprouver. J'imagine bien Enthoven louvoyer sur ce genre de ligne. ChatGPT n'a fait que singer la dissertation, il l'a simulé. Il singe, il simule certes très bien, tellement bien que le résultat est indiscernable d'un résultat humain standard, ou même meilleur éventuellement, mais ça reste une simulation inauthentique. Il n'a pas vraiment disserté, ça ne vient pas de l'intérieur. Il n'a pas fait l'expérience subjective de la pensée qui disserte. Parce qu'il faut, pour comprendre l'exercice de philosophie, mettre sa vie en jeu. On met son corps en jeu. Mais il faut dire ça sans soutenir que la présence ou non de cette subjectivité aurait un effet objectif qu'on puisse mettre en évidence. Non, vu qu'on ne peut pas distinguer objectivement celui qui ne fait que singer la dissertation de celui qui disserte pour de vrai de corps et d'âme. Et je pense que c'est là le véritable fond de la pensée d'Enthoven. Ce qui justifie pour lui que la machine ne pense pas, c'est pas cette histoire de problématique en fait. Ça l'a juste confirmé dans son idée. Mais ce qu'il justifie à un niveau plus intime, c'est avant tout une certaine vision du monde vitaliste ou dualiste qu'il assène régulièrement, selon laquelle, par principe, il manquera toujours à la machine ce je ne sais quoi spécial dans la vie, dans la pensée humaine, qui ne se réduit pas à la simple matière physico-chimique. Parce qu'il y a en vous quelque chose de non prédictible qui échappe à toute prédiction et qu'on appelle l'humanité. Un je ne sais quoi qui paraît indiscernable, qui paraît infime et qui en réalité est un abîme infranchissable. Cette différence-là, c'est ce qui qualifie tout simplement ce que moi j'appelle l'esprit, ou le je ne sais quoi, dirait Jankélévitch, ou la durée, dirait Bergson, c'est-à-dire l'élément inquantifiable de nous-mêmes qui fait notre humanité. Le problème, c'est que c'est toujours exprimé en termes tellement grandiloquents et stylisés que c'est dur d'en dégager l'énoncé d'une thèse précise. La vie humaine est d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise. L'humanité est d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise. D'une étoffe que la machine ne synthétise pas. Inapte à synthétiser l'étoffe dont l'humanité est faite. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Et admirez ce qui se passe quand on lui pose une question précise. Nous ne sommes pas que matière. Alors, comment dire, comme dirait Bergson, de mémoire, hein, le cerveau est à l'esprit ce que la matière est au manteau. Il n'y a pas d'âme sans le socle des cellules, naturellement. Il n'y a pas d'esprit sans le socle des cellules. Mais ce que nous sommes capables de produire, encore une fois, c'est attendez. Naturellement, il n'y a pas d'esprit. Ce regard, elle sait tout. Elle sait qu'il se fout de sa gueule. Monsieur, vous pouvez dire si mais vous savez pas. Je vois clairement que vous êtes con. Sans le socle des cellules, mais ce que nous sommes capables de produire, encore une fois, c'est une conservation sans conservatoire, n'est pas de même nature que ce qu'une machine est capable de produire. Nos cerveaux ne sont pas de silicium.
Nos souvenirs n'existent pas en nous à l'état de data. Les méandres d'un cerveau ne contiennent pas, comme dans une cage, les faits spirituels et leurs traces synaptiques. Le psychique excède le cerveau comme un sentiment dépasse le geste qu'il exprime. Le monde cérébral n'est pas le monde spirituel, mais le support de l'esprit. Le rêve n'existe pas en miniature dans le cerveau. Au fond, je pense que ce qui lui plaît dans ses positions vitalistes et dualistes, c'est la beauté des phrases que ça permet de faire. Parce que, soyons sérieux 2 minutes, le vitalisme, donc l'idée d'un principe vital, en plus des lois physico-chimiques animant la matière vivante, ça tient plus la route depuis longtemps. Et quant au dualisme esprit-corps, alors ça se défend, bien sûr, mais justement, ça se défend face à beaucoup de difficultés. Ça ne s'assène pas comme une évidence. C'est plutôt controversé et minoritaire comme point de vue en philosophie de l'esprit. Mais j'ai découvert dans cette interview qu'Enthoven se réclame plus précisément du spiritualisme français à la Bergson, en gros. Et effectivement, le spiritualisme, c'est un truc avec pas mal d'éléments vitalistes et dualiste, même si ça se veut très au-dessus de tout ça. Mais bon, quand on gratte un peu, c'est jamais loin. Mon livre s'inscrit dans une tradition qui est celle du spiritualisme français. Bergson, Jean Kelevitch, Cher Fagnon, Clément Rosset, c'est une tradition qui est tout à fait compatible avec le matérialisme, mais qui prend acte du fait que la matière n'explique pas tout. Tout ça, tout à fait compatible avec le matérialisme, sauf que la matière n'explique pas tout. Et que l'explication, de façon générale, n'explique pas tout. C'est pas parce que le monde est sans mystère qu'il n'est pas... L'explication n'explique pas tout. Alors, expliquer un mot par le même mot, habituellement ça part pas loin. Énigmatique, en gros, pour le dire simplement. Bon, vous aurez compris que chez Enthoven, c'est plus une posture qu'une position vraiment défendue par des arguments. Et donc, si on le comprend sous cet angle vitaliste-dualiste, cette affirmation « les machines ne pensent pas et ne penseront jamais même dans 1000 ans », c'est rien de plus qu'un dogme qui se maquille en prédiction pour se donner un air un peu plus intelligent. Parce que oui, en fin de compte, ça revient à dire littéralement « les machines ne pensent pas parce que ce sont des machines et que les machines, ça ne pense pas ». C'est fait d'une étoffe qui, je sais pas, enfin tu vois, ça ne pense pas quoi. La position est indéboulonnable et le resterait même si une machine était fonctionnellement indiscernable d'un être humain, même s'il y avait un androïde Enthoven tenant exactement le même discours. C'est juste une position de principe aussi infalsifiable qu'injustifiable. Et dont, soit dit en passant, je peux pas m'empêcher de trouver qu'elle relève d'une forme de bigoterie humaniste, du siliciumisme, de la discrimination à l'égard du silicium. Nos cerveaux ne sont pas de silicium. Je vois pas ce que la chimie du carbone a de si spécial en soi pour qu'on lui réserve un tel traitement de faveur. Mais bref, en résumé, quand Enthoven dit « les machines ne pensent pas, les machines ne seront jamais philosophes, etc. » Putain, la gueule qu'il a sur le livre. Une machine ne pense pas. Ou bien c'est par un argument qui repose sur une prémisse objectivement fausse et on a pu le prouver, ou bien il faut le comprendre comme l'expression de son dogme vitaliste-dualiste, et dans ce cas, ça n'a aucun contenu empirique. Autrement dit, soit c'est faux, soit c'est vide. ChatGPT, par exemple, est absolument parfaitement incapable de faire de la philosophie. Pourquoi? Parce que réfléchir est une faculté dont la machine est à jamais dépourvue. À jamais. C'était vraiment très intéressant. Voilà, il est temps de faire une petite conclusion sur tout ça. Je pense que c'est important de réfléchir aux LLM, aux IA en général, à ce qu'elles sont aujourd'hui et à l'avenir des recherches dans ce domaine. On est lancé dans une course impossible à arrêter, difficile à orienter. Les capacités des systèmes actuels et à plus forte raison des systèmes futurs sont aussi difficiles à prévoir qu'à comprendre. Ça aura certainement des impacts extrêmement profonds, mais à quel point ce sera bénéfique, c'est encore très incertain. Bref, parler sérieusement et de façon informée de tout ça, c'est crucial. Et les philosophes devraient s'emparer davantage de ces questions. Et j'essaye d'y contribuer moi-même à mon niveau avec toutes mes vidéos sur les LLM. Et donc, qu'un philosophe occupant beaucoup d'espace médiatique écrive un livre sur un sujet aussi important et attire par là l'attention dessus, eh bien, a priori, tant mieux si ça contribue même marginalement à informer et nourrir la réflexion. Sauf que là, non. Il n'y avait rien. Pas un atome de réflexion. L'ignorance et l'incuriosité d'Enthoven à l'égard de se faire utiliser pour se foutre de sa propre gueule, c'est très marrant. L'intelligence artificielle est flagrante jusque dans le livre qu'il lui consacre. Et chaque fois qu'il prend la parole là-dessus, et il la prend souvent maintenant, il ne fait qu'alterner entre le creux, le faux et le hors-sujet, si bien qu'en fin de compte, sa contribution au débat n'est même pas neutre, elle est franchement négative. Il prend de la place pour créer de l'ignorance. Tout ça sous les atours flatteurs du philosophe, qui plus est. Vous savez combien ce sujet du LLM m'intéresse. Si on mettait
bout à bout l'ensemble des scripts de mes vidéos rien que sur ce sujet, ça doit faire plusieurs fois la taille du livre d'Enthoven. Un livre dont les 2/3 ne parlent même pas du sujet, pour rappel. J'ai produit des heures et des heures de contenu sur les LLM où j'en explore souvent des angles pointus, peu traités, où j'essaye d'être rigoureux et au plus près de l'état actuel des connaissances, même quand c'est une toute petite niche. Ce sont des vidéos qui, justement, parce que c'est pas directement de la philosophie, me demandent encore plus de recherche et de travail. Je me contente pas de disserter depuis mon fauteuil. En somme, j'y mets les mains et je veux faire ça bien. Aussi, quand je constate que la parole de la philosophie dans les médias sur ce sujet est réduite à Raphaël Enthoven contre Laurent Alexandre, ça me désole. Vraiment. Et ça a fini par me donner une furieuse envie de debunk, même si je suis conscient que le debunk joue sur des passions un peu tristes. Mais bon, j'en ferai pas une habitude, mais je me le suis autorisé pour une fois. Et je parie que ça vous aura pas déplu. La philosophie ne fait pas de progrès. Dans 1000 ans, il n'y avait pas de problématique. Problématique d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise. Problématique. Mettre sa vie en jeu. Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et au-delà du debunk, c'était quand même aussi l'occasion de faire en bonne et due forme ce petit test de Turing philosophique. Et pour le coup, j'ai trouvé ça assez instructif et j'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez aller voir les détails des résultats de l'expérience dans le billet de blog dont je mettrai le lien en description. Sinon, notez que j'ai toute une playlist sur l'IA si vous voulez creuser les choses. En particulier, ma dernière vidéo sur les capacités des LLM à jouer aux échecs, c'était un gros boulot et les retours notamment des chercheurs sont excellents. Les résultats dont je parle semblent avoir ouvert les yeux à pas mal de gens aussi apparemment. Par contre, la vidéo a un peu floppé, malheureusement, mais vraiment, je vous la recommande. Je parie que vous y apprendrez des choses, même si vous vous y connaissez assez bien sur les LLM. Un très grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons et qui permettent à ces vidéos d'exister. Je sais que mon rythme de publication est pas très élevé en ce moment, mais toutes les dernières vidéos que j'ai faites ont été des gros morceaux qui m'ont pris beaucoup de temps à préparer et à monter, et je m'occupe en parallèle de projets encore plus gros qui vont venir dans les prochains mois, notamment des trucs à la Philosopher View que j'ai très hâte de pouvoir vous montrer. Vous ne serez pas déçus si vous avez aimé les Philosopher View. Je rappelle que si vous me soutenez sur Patreon, Tipeee ou YouTube, vous avez accès à quelques lectures audio de nouvelles de SF ou de textes de philo. Que dire de plus? Abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche, vous pouvez venir sur mon serveur Discord si le cœur vous en dit, notamment si vous voulez être sûr de ne pas louper mes questionnaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et je terminais le montage et je me disais que ce portez-vous bien faisait excessivement optimiste vu l'état dans lequel on est à peu près tous en ce moment. Alors fallait que je sorte la vidéo maintenant avant le bac de philo, mais j'avais pas prévu que je la publierais dans un contexte de dissolution de l'Assemblée avec un risque très sérieux que l'extrême droite prenne le pouvoir. C'est extrêmement grave et préoccupant et je conçois que la vidéo semble traiter d'un sujet bien dérisoire en comparaison. Je me dis que si j'avais eu plus de temps, j'aurais bien voulu trouver un angle pour parler de ces élections dans une vidéo complète et approfondie, mais je vais probablement pas avoir le temps ni l'énergie. Là, ça va venir très vite ce 30 juin et je vous avoue que le rush pour finir cette vidéo à temps m'a déjà bien cramé. Bref, c'est assez terrible tout ça et je me voyais pas finir cette vidéo sans en dire au moins un mot, même si c'est pas grand chose. Voilà, donc j'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo dans un pays pas gouverné par l'extrême droite. En attendant, portez-vous comme vous pouvez, faisons de notre mieux, soyons aux urnes le 30 juin et le 7 juillet et voilà. Et bah ça a été cool, je mettrai le lien de la vidéo dans la VOD. On se refera sûrement des petites réacs comme ça si jamais ça vous a plu. Bref, à plus tout le monde, ça a été un plaisir.